On rentrait 400 tonnes de raisins par jour. C'était énorme. 400 tonnes par jour. Tu as envoyé un mail à l'Elysée. Ouais. Pour présenter la propriété et nos C'est cuvées. un génie, toi. Quel doux bruit. On finit quand même, on finit. On peut y aller. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai oublié de faire l'intro. Est-ce que c'est pas la première fois? On est au domaine Baudon. C'est un petit couple de vignerons trop mignons qui font du vin sur des toutes petites surfaces en biodynamie avec traction animale. Je vous laisse découvrir ça. C'est incroyable les amis. Clément et Marine, comment ça va? Ça très va, bien. très bien. A priori, les gens ne sont pas dupes. On y cultive de la vigne pour y faire des choses assez bonnes à boire. J'ai pas encore tout goûté, mais ça ne serait tardé dans la suite de la vidéo. Depuis quand vous êtes ici? On s'est installé en 2021. Donc c'est tout neuf. C'est tout neuf. Est-ce que c'est une reconversion? Ce n'est pas une reconversion, mais c'est plutôt une installation, puisqu'on était salariés dans des propriétés. Et du coup, on s'est lancé pour notre propriété à nous en 2021. Ok. Et bien donc là, on va faire un petit peu la rétrospective de vos vies jusqu'à 2021. Et puis après, on expliquera un petit peu mieux ce que vous faites ici. Qui se livre en premier? Allez, vas-y. Allez, je suis parti. Clément, où t'es né? À Bordeaux. Ah oui, donc pas loin. Pas très loin. Pas très loin. Pas très loin. Parents agriculteurs? Pas du tout. Événementiel. Événementiel? Oui. Ok. T'as fait des études? Donc 20. Dans le vin? 6 ans. 6 ans? 6 ans. T'as fait quoi, œnologue ou... Pas du tout. 4 ans en BEP Bac Pro conduite et gestion de l'exploitation viticole. Ouais. Et après un BTS vigne et vin pur. Toujours bossé dans la région bordelaise ou t'as bougé? Travaillé un peu ici, fait des stages, ensuite dans la Loire, chez Vincent Carême. Et ensuite, on est parti en Nouvelle-Zélande. Donc attends, là, ça va vachement trop vite. Tu nous as même pas dit comment vous êtes rencontrés, que vous êtes déjà partis en Nouvelle-Zélande. Là. Ça va très vite dans ta tête, là, Clément. Non, on s'est rencontrés au lycée. Ah oui! Eh oui. Donc ça fait très longtemps que vous êtes ensemble. Ah, ça va faire 16 ans. 16 ans. 16 ans? Ah, Oui. Vous êtes tout jeune. Ouais. Quelle chance. Ok, donc vous êtes rencontrés au lycée, donc c'est pour ça que pour toi c'est allé très vite dans ta tête, on est parti en Nouvelle-Zélande. À ce moment-là, si vous êtes partis ensemble en Nouvelle-Zélande, on va peut-être tout de suite s'intéresser peut-être également au début de vie de Marine. Marine, t'es née où toi? À Talence. Donc À pas très loin de Bordeaux. Talence? Pas très loin de Bordeaux aussi. Tu as fait quoi toi comme études? Et moi, j'ai fait pareil que Clément au début, les 4 ans en BEP Bac Pro conduite et gestion d'une exploitation agricole. Après, j'ai fait un BTS commerce des vins et spiritueux. Ok. Et j'ai terminé par une licence en tourisme. D'accord. La conduite que vous avez fait, c'était spécialisé dans le monde viticole? Agricole. Voilà, c'était... C'est agricole, ouais. ouais. C'est à l'équivalent d'un BPROA un petit peu ou... Oui, c'est la nouvelle version, sauf qu'on avait l'option vigne et vin. Donc on faisait la Ah, partie globale, mais conduite et gestion. Donc on avait la comptabilité, la gestion. On a vu du maraîchage, on a vu tout ça. Par contre, il y avait une orientation spécifique vigne et vin. Tes parents, ils faisaient quoi toi Marie? Moi, mon papa, il est garagiste et ma maman, elle travaille dans les assurances, donc rien à voir. Ah oui, donc tous les deux, pas du tout Pas du issus tout. du monde agricole. Alors, on a baigné quand même dans les vignes, hein, parce que de là, là où on habite, Parce qu'on il y habite avait, Bordeaux, il y a des vignes voilà, partout, donc automatiquement, on connaissait le monde de la vigne. Ouais. Mais effectivement, nos parents ne viennent pas de ce milieu-là. Et alors si vous êtes non issu du monde agricole, de surcroît, du coup, pas de parents dans la vigne, à quel moment elle naît cette passion du vin? À quel moment même on va en lycée agricole quoi? Moi, de mon côté, on avait un ami qui était Alcoolique? vigneron. Ouais. Non, pas alcoolique, mais vigneron. Puis voilà, c'est né de là. Et puis après, ça s'est fait naturellement. Ouais, et moi, c'est un petit peu différent. C'est au collège, quand on demande quelle orientation il faut prendre. Comme beaucoup de jeunes filles à l'époque, je voulais être vétérinaire. Ok. Et au vu de mes résultats scolaires, on m'a dit tu n'y arriveras jamais parce qu'il faut faire énormément d'études et tout le bazar. J'ai un cousin lointain qui a une propriété viticole, donc j'ai dit bon ben je vais essayer de faire un stage dans la première école où on a été. Et au bout d'une journée de stage, j'ai dit ok, je me lance là-dedans. Et la passion est arrivée après parce que pour le coup c'était pas le cas, mais après au moment des études, c'était sûr que c'était ça que je voulais faire quoi. Et quand vous vous rencontrez tous les deux au lycée agricole, vous êtes déjà au courant? Ou est-ce que vous en parlez entre vous qu'un jour vous allez monter votre domaine ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, l'idée, elle nous est venue en 2018. Ah ouais. Donc, Ouais. Et la non, Nouvelle-Zélande bien c'est en quelle année? 2011. 2011. Ah oui. C'est juste à la fin de nos Ah études qu'on est oui. parti en Nouvelle-Zélande. Et alors du coup pourquoi on se casse en Nouvelle-Zélande en 2011? Parce qu'il était important, enfin moi je voulais partir après mes études à l'étranger. Ouais. Clément au début voulait pas, j'ai réussi à le convaincre parce que c'était important de voir autre chose à mon sens. Du coup c'était ou le Canada ou la Nouvelle-Zélande et on a postulé à différents endroits, on n'a pas eu de retour pour le Canada donc Il faut pas beaucoup de pinards au Canada, si? il y a quand même des belles régions. Ah ouais il y a quand même des belles régions du J'avais coup. jamais Ontario, Colombie-Britannique. Mais bon finalement on s'est retrouvés en Nouvelle-Zélande et c'était, Ouais, c'était top. je pense, notre plus belle expérience. Ah ouais? Ah oui. Bah pourquoi? Humainement parlant déjà, il n'y a rien à voir avec nous ici. Les gens sont plus
respectueux, s'entraident, ça n'a rien à voir avec la France. Après, concernant le monde du vin, on avait choisi volontairement des grosses wineries. C'est des wineries qui tournent 7 jours sur 7. Et nous, on était l'équipe de nuit, donc 12 heures tous les jours. On a vu des choses qu'on ne reproduira jamais de notre vie. Comme quoi, par exemple? Toi, tu avais vu la cuve qui débordait et le produit qui mettait juste en bout de doigt et la cuve qui était redescendue. C'était magique. Quoi? Quand le vin fermente, il mousse, et il prend du volume du coup. Ouais. Donc suivant, si on dose pas bien, la cuve peut déborder. Donc là, la cuve débordait et en fait, ils ont mis un produit sur le bord de la cuve et pouf, ça a fait tomber toute la mousse et tu sais pas ce que c'est ce produit? Ah bah non. Non, c'était un petit pot, mais... C'était un pot secret. Un pot secret. Un Oui, pot parce secret. que ça, je pense que c'est une info que tout le monde n'a pas. Peut-être que vous pourriez en parler mieux que moi. Mais en fait, en fonction des pays, la législation pour faire du vin n'est pas la même. Pas du tout. Il y a des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, c'est limite des recettes comme le coca, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors pas dans toutes les wineries parce qu'il y a des petites wineries en Nouvelle-Zélande qu'on a eu visiter où c'est des petites propriétés comme ici. Mais sur les grosses wineries, oui, effectivement. On rentrait 400 tonnes de raisins par jour. C'était énorme. 400 tonnes par C'était jour. la Mais machine c'était de la à villageoise que vous fabriquez ou quoi? Non, on a fait partir du vin sous toutes ses formes. On en a fait partir, que ce soit en container, donc en cubis de 250 hectos. On a fait jusqu'à faire partir en cubis de 900 litres. Non. En jus de raisin. Un cubi, En jus un de cubi. raisin. C'était une palette avec une poche à l'intérieur. On remplissait. Et le dernier jour, j'en ai rempli une quinzaine et ça partait pour faire des cocktails à Bali. Donc on a tout vu. Le raisin peut partir sous toute forme. Voilà. C'est dingue. Ouais. Ah oui, c'est complètement lunaire pour nous, quoi. Et Vraiment. vous en avez fait plusieurs? On en a fait 2. deux puisqu'on a fait l'île du Nord et l'île du Sud. Un Ok. mois et demi à chaque fois. Et après, on a crapahuté le reste du temps. Gros avantage, c'est qu'on a rencontré énormément de nationalités. On était quasiment 40 dans chaque winery. Sur 40, on était à peu près 25-30 nationalités. Donc c'est riche d'échanges, de rencontres. C'était top. Alors là, vous citez souvent le mot winery. Moi, au début, je pensais qu'une winery, c'était un vignoble, mais vu ce que j'entends là, je me suis fait une fausse image. Une winery, quoi, c'est une usine à vin? Qu'est-ce que c'est exactement? Non, c'est le terme winery dans ces pays, la Nouvelle-Zélande, l'Australie aussi, il doit y avoir toute l'Amérique du Sud, l'Amérique. La winery, c'est un peu La comme propriété. une propriété. Hein. D'accord. C'est le nom Donc de la ça propriété. englobe beaucoup plus de choses que... En France, on découpe, on peut découper, Caviste, domaine, cave coopérative. Là-bas, c'est beaucoup moins découpé, le terme est beaucoup plus générique. Mais oui, mais alors pour envoyer 100 tonnes de raisins par jour, et elles font quelle taille ces propriétés? Non, là, c'était des caves coopératives, là où on était. D'accord. Et vous disiez que ça brassait pas mal de monde, vous avez fait pas mal de rencontres. Est-ce que c'était des gens qui, comme vous, étaient passionnés du vin ou pas du tout? Il y avait les deux. D'ailleurs, j'ai dit que vous êtes passionné du vin. Est-ce que vous étiez déjà passionné du vin? Est-ce que vous êtes passionné du vin? On est passionné du vin, je pense. Ça, on peut pas le nier. Est-ce qu'au moment de la Nouvelle-Zélande, on l'était déjà? Moi, peut-être pas. Toi, je sais pas, mais Voilà, moi aussi. toi aussi déjà. Et du coup, ça te faisait pas bizarre en tant que passionné de travailler là-dedans? Bah, c'est une expérience. Tu le sais qu'il y a tous les modèles et que ça fait partie d'un des modèles. Et c'était sympa de voir quelque chose de complètement différent de ce que nous, on connaissait. Et du coup, les autres avec qui vous travaillez? Il y avait de tout. On a eu des Français aussi qui étaient plutôt Hérault, Beaujolais. Pareil, c'était des petites propriétés. Mais il y en avait d'autres qui arrivaient, qui faisaient que des grosses propriétés. On en a qui faisaient des vinifications en Nouvelle-Zélande, mais toute l'année, ils allaient quasiment dans tous les pays, quoi. Ils faisaient l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, Ah ouais. l'Argentine. Des backpackers Voilà. du Pinard, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Incroyable. Parce qu'au final, des vendanges, il y en a à peu près toute l'année, quoi, selon les hémisphères. Donc Et tu oui, parce peux que- bosser quasiment en continu. Ah oui, parce que là, les 100 tonnes de raisins qui ramenaient par jour, c'était juste pendant la période oui. de Ah oui. vendange en Ouais, Nouvelle-Zélande, c'est qui ça. se passe de quand à quand là-bas? Et bien nous, on est parti le 14 février. Donc on a dû commencer fin février à peu près. Oui. Donc un mois et demi dans l'île du Nord et ensuite un mois et demi dans l'île du Sud. Donc l'équivalent de 3 mois, quoi. Et après, vous avez fait quoi? On a fait tout le tour de la Nouvelle-Zélande. Donc, on prend son petit moment en plaisir, C'est ça. hein, son petit moment de kiff, et à un moment donné, il y a le retour à la réalité. On rentre en France et on fait une petite surprise. On va voir nos parents qui étaient en vacances à Cassis. Et là, on redécouvre le klaxon, les gens qui hurlent sur les autres. Ce qu'on n'a pas vu parce que pendant 6 mois, on a vu des poids lourds qui, quand ils étaient sur la route, ils se garent et ils nous laissent passer avec un signe de la main. Là, c'est plutôt l'inverse. Ah ouais.
Ouais. C'est dur hein, ça. Ouais, Quand tu rentres de voyage, retour était difficile quand même. La concentration la France des gens est un magnifique fait que- pays, Voilà, il y a plein de exactement. qualités, Ah, exactement. mais ça c'est pas notre truc. Non. Quoi. Bah, Ça, c'est pas notre truc. je sais pas si c'est pas notre truc, c'est juste que tu concentres les gens sur une même surface et donc tu rencontres un peu plus de dureté quoi. Mais là je suis assez d'accord avec toi parce que moi du coup j'habite dans les Landes et autant l'été c'est la jungle Ouais. Hein et il y a trop d'incivilité, autant l'année, moi c'est pour ça que j'habite là-bas, c'est parce que c'est trop cool, les gens sont trop sympas. Et il y a ce truc de Bah, vie c'est pareil à Saint-Émilion. Hein. Ouais. Saint-Émilion, ça draine 2 millions de personnes. Ouais, je crois. Au fil 2 du millions de tourisme. personnes chaque année. C'est énorme. Et quand il y a tout le monde dans les rues, on n'y va plus, nous, à Saint-Émilion. Et ils viennent quand les gens? Ah ouais, l'été, ouais. Ouais, ils viennent entre avril et octobre, à peu près. C'est dommage, je voulais passer avec ma mère cet été. Non. Bah, il y a du monde, quoi. Il y a du monde, hein. Faut y aller le matin de bonne heure. Ouais, voilà. Là, c'est très cool. Donc retour à la réalité difficile. Mm. Surprise sympa pour les parents, moins sympa pour vous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, du coup, on est reparti vivre l'équivalent de 4 ou 5 mois chez Ouais. mes parents. Pour le temps qu'on trouve un poste déjà, trouver un contrat, une maison aussi accessoirement. Et moi, c'est allé très vite parce qu'on est rentré en août et en novembre, j'ai embauché dans une propriété à Saint-Étienne-de-Lys, Château-la-Rose-Monturon. Et toi, t'as embauché en janvier. Non, septembre. Septembre, j'ai fait 2012. 3 mois. 2011. 2011. Septembre 2011. Nous, on est rentré en août Ah ouais. et début septembre, Ah oui, j'ai ça va repris. très vite. Ah oui, Ouais, d'accord. moi, c'est très, Ah oui, très c'est vrai, vite. ça fait travailler. Pendant 3 mois. Et puis après, j'ai travaillé 3 mois. Marine a trouvé un poste où elle est restée 10 ans. Mm. Et moi, j'ai trouvé un poste où je suis resté 10 ans, pareil, jour pour jour. Ah Avant oui. d'arriver ici. Des postes de quoi? Ben moi, le premier, du coup, c'était plus sur la partie no tourisme, Ouais. donc accueil, visite, dégustation. Et après, il y avait toute la partie comptable, administrative. Et comme c'était une petite surface, il y avait 3,5 hectares. J'allais aussi un petit peu dans les vignes, dans le chai, pendant les vinifs. Donc c'était sympa. J'avais vraiment gardé toutes mes études. Je les ai vraiment gardées pendant 10 ans à travailler et j'ai pas perdu la main sur ça. Donc c'était T'as cool. fait ça pendant 10 ans Ouais. chez la même personne? Ouais. C'était un domaine, un château? Bah, ça s'appelle Château-la-Rose-Monturon, mais ça faisait 3,5 hectares. Donc Oui, c'est oui. tout petit, c'est comme ici, quoi. Donc t'es resté 10 ans dans ce château, Oui. pourquoi t'as arrêté? Bon, bah, maintenant on a la propriété, puis la vie a fait que c'était différent. Mais je pense que je serais restée encore de nombreuses années. Et du coup, toi, t'étais où pendant ce temps-là? Moi, j'étais sur une propriété à Saint-Émilion et j'ai été directeur technique adjoint. Voilà. Donc, chapeauter toute la partie technique, vigne et chai. Attends, t'es passé de je travaille dans des wineries en Nouvelle-Zélande à je suis directeur technique. Non, je suis passé de winery. T'aimes bien avancer les étapes, toi? Non, Ça avance à rapide. Hein. ouvrier pendant. Les vidéos sur j'ai YouTube, fait tu vas y en un avoir an. x2 ou... Pendant un an et puis après de toute façon c'était fixé dès le départ et très rapidement j'ai pris des responsabilités et je suis devenu directeur technique adjoint. Pareil, pourquoi t'as arrêté? Parce que moi il était vraiment temps que je parte, c'était une volonté. J'ai fait plein de choses mais le modèle il me plaisait pas forcément et bienvenue ici. Alors tu dis que le modèle te plaisait pas. Est-ce qu'ils étaient en conventionnel? Et toi d'ailleurs, ils étaient bio, conventionnel, Ils étaient en nature? conventionnel, mais ils tiraient quand même vers le bio. Nous on était dans l'attitude bio. Petit à petit, on a été de plus en plus vers le conventionnel, ça, et puis voilà. Donc, C'est ça en fait. tirait la qui, couverture de l'autre côté. Voilà, c'est ça. donc Un pas de côté. un pas de côté. Le modèle d'un premier grand cru classé, on avait besoin d'authenticité, de transparence et d'avoir un vrai projet qui nous tient à cœur, quoi. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est qu'un premier cru classé? Premier cru classé, c'est une propriété qui répond à un dossier de classement et qui est regardé dans sa globalité. C'est une dégustation des vins, c'est une qualité de réception, c'est une notoriété, c'est un historique, c'est une présence dans la presse, c'est voilà. Et à partir du moment où tous ces points sont réunis, ça veut dire que le domaine il est reconnu et donc il est premier grand cru classé. Par contre, quand sur les bouteilles, les gens ils écrivent cru classé, ça veut rien dire par contre. En fait, à Il est assez Saint-Émilion, typique, ouais. c'est un peu particulier parce qu'on n'a qu'un Saint-Émilion où on a le classement qui est valable que 10 ans et tous les 10 ans il est revu. Et à Saint-Émilion, en soi, il y a 4 appellations. Enfin, c'est pas 4 appellations, mais il y a 4 termes. Il y a Saint-Émilion, Saint-Émilion Grand Cru, Saint-Émilion Grand Cru classé et premier Grand Cru classé. Et donc, c'est le Grand Cru classé et le premier Grand Cru classé qui sont revus tous les 10 ans. Et pour ça, il faut déposer un dossier et suivant la note que l'on a, il faut avoir minimum 14 pour être Grand Cru classé et minimum 16 pour être premier Grand Cru classé par rapport à tous les critères qu'a énuméré Clément tout à l'heure. Voilà. Donc quand il est écrit grand cru classé, c'est que le dossier a été déposé et qu'effectivement, ils ont eu l'accord et la note pour être grand cru classé. Après, c'est différent entre Saint-Émilion et le Médoc. Oui, voilà. deux Là, choses c'est vraiment Ah oui, lié c'est à vraiment Saint-Émilion. c'est très local, ça. Oui, ça, c'est C'est lié à local. Saint-Émilion. Toutes les autres appellations, il y a eu un classement, mais il n'y en a eu qu'un seul et il n'est jamais revu.
donc les propriétés qui sont classées depuis des années et des années, que la qualité soit bonne ou mauvaise, parce que des fois il peut y avoir des qualités qui sont meilleures et d'autres qui le sont moins, dans tous les cas, gardent leur classement. Il n'y a que à Saint-Émilion, il est revu tous les 10 ans. Et alors comment se fait la transition? À quel moment? Parce que toi tu dis que c'est arrivé plus loin dans ta tête le fait d'avoir ton propre domaine. Là pendant ces 10 ans respectifs de chacun de votre côté, on en parle sous la couette, on se dit tiens ça serait quand même pas mal. Non, c'est pas très loin. Ouais, c'est sur le canapé. Sur le canapé. On a beaucoup de décisions qui se prennent sur le canapé, nous. Ouais. Bah, en fait, je pense qu'on n'y pensait pas trop parce qu'on a eu, on a un rythme de vie qui était assez standard, c'est-à-dire qu'on a trouvé notre poste, on s'est mis en CDI, on a trouvé notre maison en location au début, puis on a eu le premier enfant, et puis on a fait construire, et puis on a eu le deuxième enfant. Donc en fait, ça s'est enchaîné. On s'est pas vraiment ennuyé, et je pense qu'on n'avait pas l'esprit à penser à avoir notre propre propriété. Et par contre, en 2018, c'est là où on a eu la première conversation sur le canapé en se disant pourquoi on ne s'installerait pas. Mais c'était pas du tout le même projet qu'ici. On voulait faire une double activité. Donc garder notre CDI et à côté avoir 1 hectare et demi de vignes et faire notre vin, voilà, comme ça. Bon, ce premier projet est tombé à l'eau. Et en fait, il est tombé à l'eau parce qu'on a une formidable institution en France qui s'appelle la SAFER et qui a préféré attribuer ses vignes à un vigneron qui n'est pas si loin que ça de la retraite, donc face à un jeune agriculteur et qui a déjà une 30aine d'hectares, plutôt qu'à des jeunes de, à l'époque, 30 ans qui veulent s'installer. Considérer que c'était trop petit pour que ce soit viable, donc ils ont préféré attribuer ça à quelqu'un qui avait beaucoup de vignes. Je comprends qu'on soit pas content dans ces cas-là. Bon, moi, j'ai déjà travaillé pour la SAFER. Alors, je vais pas me faire des copains en diffusant ça. Je le laisserai, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que, est-ce que c'est vrai? Est-ce que sur 1 hectare, on peut en vivre ou pas? Et là, on avait démontré, enfin, on était allé loin quand même, on avait fait des business plans, démontré que oui, ça pouvait fonctionner. Et encore une fois, parce qu'on avait aussi c'était une double activité. Voilà, on se lançait pas à 100% que sur à l'époque, c'était 1 hectare 30 avec tout ce qu'il y a autour, donc l'investissement. Donc oui, c'était viable. Voilà, après, on a essayé de se battre en 2-3 mois. C'est passé par un comité technique départemental? Oui, mais après, en fait, ce qu'on proposait, nous, c'était une installation sur une petite surface et progressive. Nous, on avait été passé par le système d'installation progressive. Donc, on arrive avec une petite surface qui allait s'agrandir plutôt que de s'endetter fortement et d'installer une commercialisation d'une grosse masse. On arrivait petit à petit, on installait et on présentait un projet qui était viable. Et en fait, non, ils veulent que les gens ils arrivent avec de suite les poches pleines de billets, hop, on pose tout et on y va. Et là, nous, on avait choisi la prudence et de proposer quelque chose que l'on considérait viable mais qui ne l'était pas à grands yeux. Ok. Donc ça, c'est en 2018. Ah, 2018 oui. Déjà. Ouais, donc il s'est passé du temps avant que vous arriviez là. Oui, oui. Ah oui. Et puis en fait, au final, c'est facile de dire ça maintenant parce qu'on est très bien installé et que ce qu'on a trouvé est finalement mieux que la première fois. Mais en 2018, notre deuxième, Jules, il avait 6 mois. Et en fait, quand je vois le travail que ça demande, avec un bébé de 6 mois et une autre de 3 ans, bon, finalement, c'était peut-être pas plus mal que ça se passe pas parce que je pense qu'on aurait dégoupillé rapidement sinon. Mais souvent, c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc, c'est que c'était pas le moment. Ouais. Et donc, du coup, on a pris quand même une belle claque parce qu'on était persuadés qu'on allait réussir à s'installer. Et en fait, du jour au lendemain, on n'a plus du tout parlé d'installation. On a dit, tant pis, on laisse tomber complet et on n'en parlait plus. Et en février 2021, rediscussion sur le canapé. Et là, il me dit quand même... Ah, mais c'est-à-dire que pendant 3 ans... On n'a plus... Non, on en a plus Ah ouais, parlé. dégoûté quoi. Ah ouais, dégoûté. On n'a pas dingue. parlé, on faisait pas de recherche, rien du tout. Et là, en février, il me dit, quand même, peut-être qu'on pourrait commencer à re-regarder. Et c'était un samedi soir. Le dimanche matin, parce qu'il est lève tôt, le dimanche matin, je me réveille, pas de Clément dans la maison. Je dis, mais... Je lui envoie un message, je dis mais t'es où? J'ai trouvé une annonce sur le Bon Coin, je suis en train de faire le tour du quartier pour savoir à qui c'est, pour me renseigner. Je dis t'es sérieux? Oui, oui. Il revient, c'est bon, j'ai trouvé le propriétaire et tout, je sais qui c'est, on le voit semaine prochaine. Ah ok, ben feu alors. Et je pense qu'en 3 semaines, on avait visité, fait une proposition et c'était le coup de cœur quoi, ouais, vraiment. Ah oui. On a signé le compromis très très vite derrière. Ouais. À l'époque, trouver des vignes en montagne, c'était compliqué. Oui, on est à montagne hein, là. Oui, ouais. oui. Donc ils s'en vendaient pas tous les 4 matins. Ça justement c'est super intéressant parce que bon, j'ai fait abandonner mon projet également parce que j'ai visité peut-être 5-6 terrains, 6 exploitations avant d'enfin, grâce à la SAFER pour le coup moi, trouver mon terrain. Donc ça je l'ai bien vécu, mais ce qui est intéressant aussi dans votre témoignage là, la difficulté de trouver du terrain à montagne, seulement 3 hectares et aussi le prix parce que ça, c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas forcément compte. Le prix de l'hectare moyen agricole, il est à 6 000 en France. Sur la vigne, c'est souvent plus cher. Ah oui. Et à montagne, combien ça coûte? On est entre 80 et 110. Ah ouais. Ouais. Voilà. Déjà planté du coup? Déjà planté. Déjà planté, oui.
Ok. Ouais, ouais. Donc vous achetez les 3 hectares avec le bâtiment? Non, Oui. mais non, il n'y avait pas les 3 Oui, hectares. oui, oui, c'est... En fait, on a acheté en 2 parties différentes. Il y avait le bâtiment avec 1,80 hectare. Ça, c'était un seul tenant, c'était un monsieur qui vendait ça. Et en fait, alors, on remonte un petit peu en arrière, mais pour notre premier projet en 2018, mes premiers patrons, là où je suis restée 10 ans, avaient une amie qui leur avait dit si vous voulez, moi j'ai 1 hectare de vignes, s'ils veulent vraiment s'installer, je suis prête à leur vendre. On avait pris une grosse claque, donc on a dit non, c'est bon, on laisse tomber. Et en fait, cette amie, il se trouve que c'est la fille du monsieur à qui on a acheté ici Mais non. et qui nous a finalement vendu son hectare. Excellent. Donc du coup, on s'est retrouvé avec les 2,80 hectares en 2021. Toutes les planètes étaient alignées quoi à ce moment-là. Et on C'était, a recréé cette propriété familiale Oui. qui avait été administrativement séparée, mais qui était exploitée par la même personne. Mais on a tout réuni en une seule propriété. Mais ça veut dire que le monsieur qui était là, qui avait 1,80 hectare, lui, il vivait avec 1,80 hectare seulement? Oui, mais il était salarié aussi. Oui, il y avait une double activité. Ouais. Ah, il était en double Oui, actif. oui, oui. D'accord. Et alors, autant sur les exploitations maraîchères, j'ai un petit peu de bagage technique, autant sur les exploitations viticoles, j'y connais rien sur la transmission, je veux dire. Est-ce que c'est une bonne chose que toutes les vignes soient plantées? Est-ce qu'il faut en replanter? Quels sont les cépages plantés? Comment était conduite la vigne? Est-ce qu'on était en conventionnel, on était en bio? Comment vous reprenez l'exploit? Mais déjà, bon, on a visité les bâtiments, mais on a fait le tour des parcelles aussi, parce que il fallait voir en termes de terroir, en termes de santé de la vigne. C'est ça. Si on partait de trop loin, peut-être que l'investissement n'aurait pas été intéressant, parce que le temps qu'on rattrape la vigne, tout ça. Donc Voilà. on a quand même fait le tour de toutes les parcelles. Clément avec un bagage maintenant assez important en termes de terroir et de santé du feuillage ou du végétal. Donc voilà, ça on a vu qu'on était sur des belles parcelles qui sont en coteaux, c'est Qu'est-ce que ça veut dire réfléchi, qu'ils sont en coteaux? mais qui sont en coteaux, qui sont en pente quoi. D'accord. sur Ça, un- c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est plutôt une C'est bonne nouvelle. Pourquoi? Très grosse. Parce qu'en fait, si on fait le choix d'être en bio, je ne connais pas le maraîchage et tout ça, mais en vigne, c'est ultra important parce qu'il faut qu'il y ait un bon écoulement des eaux. Ici, on n'a pas trop de brouillard non plus. Donc, pour évacuer l'humidité, être en coteau, c'est top. Alors, le brouillard, ça n'a rien à voir avec le coteau, mais ça fait partie. On va dire que l'exposition, elle fait quasiment 50% de la lutte contre les maladies, comme le mildiou, qui est la maladie à Bordeaux qui fait des ravages. Donc ok, on est sur coteaux, c'est une bonne nouvelle. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouvelle? Des vieilles vignes. Vieille vigne, ça veut dire quoi? 100 ans? Non, Moins, mais on est entre 60 et 80. Ouais, la plus jeune à 25 ans. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle d'avoir des vieilles vignes? Bien implantée, oui. Alors ça fait des petits rendements, mais par contre, ça fait des bons raisins. Ça vit combien de temps une vigne? Ça peut vivre 80-100 ans. Déjà, à 80, c'est le bout. Ok, bah du coup, Ouais. si elles sont vieilles, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que ça veut dire qu'il va bientôt falloir les replanter. Oui, mais il y en a, c'est-à-dire qu'il y en a de 20 à les plus vieilles ont peut-être 80 ans, mais elles sont étalées sur toutes, donc il y a une pyramide des âges dans toutes D'accord. ces parcelles. Parce Ok. qu'on a la chance d'avoir plein de petites parcelles et même des sous-parcelles au sein des parcelles. Donc il y en a une par exemple où il y a 4 âges de vignes dans la même parcelle. Donc elles n'arriveront pas toutes en fin de vie. Du au coup, même ça fait un moment. beau roulement. Voilà. Quand il y en a qui arrivent en fin de vie, les autres sont en milieu de vie, donc on peut en replanter et du coup, ainsi de suite, ça fait un beau roulement. Oui, c'est vrai, parce que si tu devais replanter toute une parcelle d'un coup, au niveau du temps de travail, de la perte de production, de l'investissement, Mm, ça serait beaucoup trop, quoi. exactement. En plus, la vigne, c'est pas je plante une salade et je la récolte dans 30 jours. Je plante un pied de vigne et avec un peu de chance, même si avant j'arrache, je laisse un repos de sol de 3 ans Ah ouais. avec une alternance de semis, parce s'il y a des virus ou autre, le temps qu'il n'y en ait plus. Derrière, on plante, 3 ans sans production. Ensuite, nous, dans notre système, 1 à 2 ans avant de commercialiser, on est déjà à 7-8 ans. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Donc, C'est énorme, ouais, c'est beaucoup, ouais. c'est pas une décision qui fait que demain, on a le retour. Donc effectivement, plutôt une bonne nouvelle. Et alors, conventionnel ou pas ici avant? Avant, oui, mais du coup, nous, on a récupéré les vignes à partir du mois de mars 2021. On est passé de suite en bio. On n'a pas pu déposer le dossier parce que les délais administratifs ont fait qu'on n'a pas pu déposer le dossier pour avoir la conversion bio à partir du millésime 2021. Donc, ce n'est qu'à partir du millésime 2022. Mais, Attends, mais normalement, c'est 3 ans la conversion. Comment Oui. c'est possible? oui, mais en fait, on a déposé Parce le dossier en 2022, donc on sera officiellement en bio en 2025. D'accord. Voilà. Donc Parce au qu'on a- moment où on tourne, on n'est pas officiellement bio. Et non, Non. on est en cours de... Par contre, en 2021, on n'a pas pu être en bio parce qu'on a signé le compromis et on a fait un système d'avance aux cultures. C'est-à-dire qu'on a signé le compromis au mois de mars et on a pris en charge le travail des vignes, toute la partie viticole. Mais l'acte définitif a été signé au mois d'août, donc après les délais. Donc on a tenu en bio sans être en conversion.
Ok, donc vous avez fait le choix de passer bio à partir du moment où vous avez posé vos pieds ici et vos valises. Exactement, c'est ça. Et le truc, c'est que pour en avoir discuté avec beaucoup de gens qui ont fait la conversion, ou qui essayent de faire la conversion de conventionnel à bio, surtout dans les grandes cultures, c'est très compliqué. Très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas à le faire du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens, surtout dans les grandes cultures, ils passent de 70 quintaux hectares à 25, ils font faillite. Comment on fait dans la vigne pour faire du jour au lendemain une conversion? Mais on n'avait pas de stock au départ, on n'avait pas fait de récolte avec la quantité maximale, on va dire, de l'appellation. Donc nous, notre premier millésime, on a fait du 25 ou 30 hecto-hectares. Bon, on partait de zéro et on savait, on avait mis dans notre prévisionnel, on avait Sachant présenté à la il banque. faisait combien? Je sais pas, tu avais vu les On n'a déclarations pas de les récolte? chiffres. Ouais, On n'a pas. Mais 25 hecto-hectares, tu pensais que c'est ce que tu allais faire? On est parti dans l'idée qu'on ferait 30 hecto-hectares de moyenne. Et c'est déjà assez élevé parce qu'en bio, et c'est surtout, faut rajouter tous les aléas climatiques. Donc une récolte qui saute par la grêle, le gel, peut-être une année sur 3, sur 5, sur 7, on verra, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, il faut le prendre en compte. Mais du coup, quand on s'est lancé, voilà, on le savait. On misait pas sur 40 hecto-hectares ou 45 hecto-hectares. On a misé sur 30 hectares de moyenne, ce qui fait que finalement, le passage du conventionnel au bio, la première année qu'on a récolté, c'est ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas eu d'étonnement, il n'y a pas eu de surprise. On était préparé à ça. Mais encore une fois, parce que Clément, pendant 10 ans, quand il travaillait, il était au début beaucoup en bio et il savait que les récoltes étaient plus basses. Je pense que nos différentes expériences précédentes nous ont permis justement de voir qu'effectivement, on sait qu'en bio, on récolte moins. Mais après c'est... Et après, il y a aussi une recherche de notre part d'aller chercher des petits rendements. On préfère viser moins, avoir plus d'aération au niveau des raisins, un bon équilibre, des vignes pas trop vigoureuses, donc moins sensibles aux maladies. Et donc on préfère viser moins. Et par contre, une année comme l'an dernier, on a eu 0 perte, alors qu'à Bordeaux, c'était un millésime, ça a été un carnage au niveau mildiou. Cette année, on a un peu de perte. Depuis 7 jours, ça commence. Mais en visant moins, on a une meilleure aération et pour beaucoup, c'est pas la lutte. Il y a la lutte traitement avec le cuivre, sauf qu'il n'y a pas que ça, quoi. C'est surtout l'aération des raisins, une bonne ventilation qui fait que le champignon il a moins d'eau pour se développer, ça sèche beaucoup plus rapidement. Alors, tu dis qu'il faut faire une meilleure aération, mais pour vulgariser un petit peu, on peut se dire, mais attends, comment il aère mieux si tous ses pieds étaient déjà plantés? C'est-à-dire que tu tailles, comment tu fais pour que ça aère mieux? À la taille, on laisse de l'espace entre les bourgeons. D'accord. Vous pourrez nous montrer ça dans la suite de la vidéo pour qu'on voit sur in situ qu'est-ce que ça veut dire exactement. Oui, après c'est un travail de toute l'année en fait, au final, cette histoire d'aération. C'est au moment de la taille, mais c'est après aussi les grappes. Si on voit qu'elles sont emmêlées, il faut les démêler parce que forcément si ça fait des nœuds, l'humidité reste au milieu. Des fois il y aura peut-être un petit peu d'effeuillage, des fois pas. Enfin, on s'adapte vraiment au millésime, au climat du millésime et à nos différentes parcelles puisqu'elles ne réagissent pas toutes de la même façon. Donc on peut se permettre de faire ça parce qu'on a une petite surface. Donc on peut intervenir au bon moment et en peu de temps. Et en fait, c'est de la surveillance permanente. C'est de la surveillance permanente. Si Clément disait l'année dernière, on n'a rien perdu à cause du mildiou, mais parce qu'on était tout le temps. On était tout le temps, dès qu'il y avait une feuille tachée, on la sortait. Dès que, à la feuille près. Oui, non, pas à la feuille, mais... si, quand on y passait à la cisaille. On prend l'exemple de la parcelle qui est derrière nous. Elle est feuillée parce qu'elle est plus vigoureuse que les autres pour qu'il y ait une meilleure aération. Très souvent, on la rogne à la main. Parce que comme ça, on vient chercher précisément dans le feuillage et on abaisse la présence du champignon sur feuille. Et ça, on peut le faire parce qu'on a une petite surface. Sur une grande surface, c'est impossible. C'est impossible. Nous, on est allé voir pendant le farm tour un autre couple de vignerons-vigneronnes. Et eux, justement, ils étaient de mémoire à 13 hectares. Ils étaient en conventionnel avant. Ils avaient 20 au début, je crois. Après, c'était passé en 13 hectares en bio. Et là, l'objectif, c'est de descendre à 8. Ah oui. Tu vois. Et peut-être qu'ils feront encore moins. Bien sûr. Tu verras. Ouais. L'autre question que je vais vous poser, c'est... On a tout de suite expliqué un petit peu comment vous faisiez pour aérer, pour tenir la vigne en bio, en bonne santé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce changement brusque. C'est-à-dire que si ces vignes-là, elles ont entre 50 et 80 balais, ça veut dire que pendant 50 ans au moins, elles ont vu des produits. Oui. Du jour au lendemain, tu leur enlèves. Oui. Qu'est-ce qu'elle te dit, la vigne, à ce moment-là? En fait, le feuillage, il est annuel, il tombe. Donc la présence mildiou, elle n'a pas de lien d'une année sur l'autre. Après, c'est plus par la charge, donc le nombre de bourgeons qu'on laisse à la taille, par le travail des sols, l'enherbement. Il y a des fois des zones où on a semé de l'orge, d'autres où on a semé de la veste, du trèfle, de la féverolle. On rééquilibre la vigueur de la vigne et c'est plus par là où on lui crée des changements et où on a des réponses de la vigne. Si on sème par exemple du régras, on peut complètement l'asseoir, ça a la concurrence. Alors que si on sème de l'orge, c'est pas le cas. Ah ouais. Donc on se sert de ces semis
pour le trèfle, ramener de l'azote dans les sols, de l'orge, ramener de la matière organique. Ah, oui. On les détruit à des moments différents. Là, par exemple, c'est un semis de trèfle, d'avoine. Et bien, un rang sur deux, il n'a jamais été tondu et il est en paillage. Il est complètement écrasé. Il est en paillage, il couvre les sols. Toute cette tenue et cette réflexion de ne pas systématiser, la parcelle d'à côté, elle a à peu près rien à voir en termes de travail, mais parce que c'est pas la même parcelle. Là, c'est super intéressant ce que tu nous racontes, parce que c'est une lutte biologique et un accompagnement biologique. C'est pas qu'une lutte, c'est également un amendement. C'est quelque chose de très complexe que tu as réfléchi. Est-ce que vous y réfléchissez ensemble? Est-ce que tu as appris ça avant dans ton ancien job? Est-ce qu'ils étaient en bio mais ils conduisaient les cultures comme ça? Ou est-ce qu'on y allait avec de la bouillie bordelaise? Et surtout, finalement, là, on parle que du mildiou. C'est votre seul réel problème dans la vigne, le mildiou? Non, c'est pas le seul problème, mais c'est le plus gros. Alors après, il y a les aléas climatiques comme le gel, la grêle, il y a tout ça. Mais là où on n'y peut pas grand-chose. Mais la maladie phare à Bordeaux, c'est le mildiou. Ouais, mais on peut se dire, voilà, bouillie et on n'en parle plus. Ah ben forcément, on y a recours. On a recours à de la bouillie bordelaise. C'est impossible, un millésime comme cette année, c'est impossible d'aller au bout. Et même à Bordeaux, c'est impossible d'avoir du raisin sans bouillie bordelaise. Ah ouais. Mais après, tout ce que disait Clément, les différents apports, la tenue du vignoble, tout ça, quand on passe en bio, c'est pas aussi que pour lutter contre le mildiou, c'est aussi pour une bonne santé de la vigne générale. C'est ça qui est important pour nous. Les vignes, on le voit. Là, ça fait 3 ans qu'on les a reprises, les plus vieilles. Les feuilles, elles sont pas pareilles que quand on les a récupérées en 2021. Elles sont plus vertes. Enfin voilà, il y a quand même du changement physique. Ça se voit sur la vigne. Et après, c'est aussi pour ça où on a fait rentrer d'autres pratiques, où on fait de la biodynamie avec des tisanes de chêne, de bourbenne, de la prêle, de l'ortie, où on vient dans l'année faire des tisanes et les appliquer sur la vigne pour stimuler des défenses naturelles de la vigne. Mais alors du coup, vous m'avez pas répondu à la question de est-ce que vous réfléchissez à tous ces itinéraires techniques ensemble ou est-ce que toi, ou est-ce que vous avez appris ça du coup? Sur nos expériences passées, sur de la lecture, sur d'autres propriétés à voir. On est suivi, on a un consultant, l'équipe de Renoncourt, surtout avec Pauline, sur la partie environnement, tout ce qui est biodynamie, tout ça, où il y a une vraie recherche des équilibres dans les vignes. Et alors il y a peut-être une chose que vous n'avez pas racontée, quand j'ai demandé ici qu'est-ce qui vous a plu, c'est le sol. En fait, c'est un ensemble. Ouais. Moi, je suis tombée amoureuse du bâtiment. J'ai vu de la pierre, je me suis dit là, ça peut être magnifique. Alors, c'était pas dans cet état quand on a acheté, mais du coup, on a fait quelques travaux et de suite, ça vit. Une maison en pierre, ça vit. Et puis après, dans toutes les parcelles, mais on le verra quand on fera un tour, mais on a des fruitiers partout. Là, on a un petit verger. Enfin, ça fait cocooning un peu comme propriété. Moi, voilà, c'était ça qui me... On a un équilibre, on a 3 hectares 80 de vignes, 2 hectares de bois et on va arriver à 3 hectares de prairies pour avoir un équilibre complet. Et pour revenir sur les sols, c'est ce qui aussi nous a plu, c'est qu'il y a vraiment, mais par notre parcours, on a cette volonté d'observer et de faire de la vigne avec un côté sensitif. Il y a des sols ici qui sont marquants, on a des sols argileux, des sols calcaires. Donc dans toutes les parcelles, on vient découper au vendange et on sépare tous les raisins qui sont issus des sols argileux, des sols calcaires. Et ça a fait un peu notre histoire avec les terres brunes, les terres blanches. C'est le nom de nos 2 cuvées majeures. Et donc c'est tout ce travail d'observation du sol, du sous-sol, par des carottages, qui a fait ça. Et puis derrière, dans les vins, il n'y a pas de différence de travail. C'est vraiment pousser jusqu'au bout ce côté identitaire des sols et que les vins ils soient transparents. Ils transmettent ce qui est de l'argile, ce qui est du calcaire. Et alors justement, vous avez quelle profondeur de sol? Parce que nous, hier, on était sur une ferme, ils avaient que 15 cm de sol. Ouais, au plus bas, on a 25, 25. 25 cm? Ouais, après c'est la roche-mère calcaire. C'est la roche-mère. Ouais, le plus extrême, c'est ce que l'on a, ouais. Mais je pensais que les racines de vigne, ça allait très profond. Oui, mais ça traverse la roche. Ah, ça traverse la roche. Mais non. Si. C'est impressionnant, hein. Les racines, ça va très profond parce que ça va puiser l'eau. C'est combien de mètres? Ça peut faire 7-8 mètres. Ouais. Il y a eu des carrières où, oui, ils ont observé qu'il y a la vigne au-dessus et puis dessous, dans les carrières, ils voient apparaître les racines. Et par prélèvement, c'est des racines de vigne. Donc elles sont capables d'aller puiser très profondément. C'était aussi une des raisons en bio, on travaille les sols sous pied, on ne désherbe pas et donc on force les racines en n'amenant pas d'amendement et en travaillant les sols à aller puiser en profondeur.
et donc a beaucoup mieux résisté aux sécheresses. La vigne, elle est capable de résister à des sécheresses dingues comme 2022. Elle bouge pas, oui. Bah, sur des argiles comme on a, comme il y a à montagne, elles n'ont pas beaucoup souffert, sans irrigation. Oui, sans irrigation. Ouais. Mais d'ailleurs, tu précises sans irrigation, on a le droit d'irriguer en bio? On n'a En pas le droit vigne, d'irriguer tout court. Ah voilà. Oui, oui. Pas le droit. Non, on n'a Non. pas le droit. Tu as dit que vous ne nettoyez pas au pied des vignes. Pourtant, là, je vois aucune adventice. Là, la terre est à nu. Et tu as dit que tu mettais pas d'amendement. Comment vous nourrissez? Les pieds, là, ils sont bien à nu, là. Oui, parce Oui. qu'on décavaillonne On sous décavaillonne. les pieds On décavaillonne, ça Oui. veut dire quoi? On enlève l'herbe sous les pieds avec comment une charrue, avec une charrue. À la charrue? petite charrue. Une mini charrue qui fait juste ta butte comme ça sur ton pied. Bah, tu vas le voir ce soir parce qu'on est en train de se former la... Traction équine. Donc avant on le faisait avec un tracteur, c'est une petite charrue derrière le tracteur et puis On a suivi 15 jours de formation, on n'a pas tout à fait fini encore, pour faire tous les travaux de sol à cheval. Donc du coup, décavaillonner à la main, avec le cheval qui tire devant. Ça fait un travail quand même bien plus précis que ce qui est derrière le tracteur. Et voilà. Mais alors là, deux nouvelles questions, alors qu'on n'a pas encore répondu à celle d'avant. C'est que ça veut dire que vous faites du mini labour. Oui. Donc ça, c'est assez impressionnant de se dire que dans les rangs, comme ça, on puisse labourer avec un tracteur. Et ça veut dire aussi que le pied de vigne, lui, ça ne lui dérange pas d'être réenterré comme ça, parce qu'on dit souvent que sur un arbre ou une plante, il faut jamais, par exemple, enterrer le point de greffe. Ou alors là, le point de greffe, il est très haut ou... non, il est Comment bas. est-ce qu'on voit Il est bas, Il ouais. est bas et il est enterré là, du coup. Non, là il est déterré. Le point de greffe? Il est déterré, il est Mais si tu fais plein de labour et que ça remonte il est par-dessus, là c'est chaussé. Il lui ça veut reste dire quoi, encore. chaussé? On a remis de la terre Voilà. sous le pied et donc on va lui mettre 5 cm et le bourrelet de greffe il est encore à 2-3 cm au-dessus. Et quand on décavaillonne, on va sortir ces 5 cm, il va se retrouver à 8-10 cm au-dessus du sol. On vient juste, c'est un mini labour de allez, 5 cm, hein, c'est pas... On brasse pas de terre, hein, enfin très peu. Très peu, oui. Ok. Mais quand tu fais ce brassage, du coup, comment tu fais pour rapporter de la vie? C'est simplement avec l'entre-rang, Oui. le paillage Milieu que du vous rang, remettez dedans? C'est ça, exactement. D'accord, ok. Et alors, vous disiez que vous mettiez pas d'amendement, c'était la question de... Il y a 3 questions en arrière. Rien? On a eu mis la première La année première sur année, certaines zones pour rééquilibrer du compost de mouton. Sinon, non, on travaille qu'avec des semis depuis. Génial. Voilà. Il y a des débuts de rang, c'est de la févrolle, et puis le reste du rang, c'est de gorge. Vu qu'on a des terrains en pente, il y a des grosses diversités. Donc, c'est pas parce qu'on sème un rang qu'on sème la totalité sur la même chose, hein. Ça nous arrive de semer de gorge, et puis de passer à la main sur les 10 premiers mètres, parce que ça manque de vigueur. À la main, on sème de la févrolle, on vient compléter, et puis comme ça... On ajuste en fonction des zones. Donc c'est semis à la main. Par contre, j'imagine que pareil, il y a un micro-travail du sol avant. Ouais. Vous passez quoi? On passe des petites griffes. Des griffes? Ouais, griffes. Même pas une petite herse rotative avant ou quoi? Ça arrive, s'il y avait beaucoup d'enherbement avant, on est obligé quand même de détruire l'enherbement. Mais c'est sûr que petit à petit, si on peut travailler en semi-direct, Ouais, ça sera carrément. mieux. C'est mieux. Ouais. Ça existe du micro-semis de précision Oui. en semi-direct comme ça? Ouais. Ah ouais, Ouais. Putain, c'est Oui. dingue. Parce que nous, on a vu des 12 mètres de large, tu vois. Mais non, Ah ouais. tu mets juste 3-4 griffes et juste derrière la griffe, un petit tuyau Ouais. avec un distributeur de graines. Ah ouais. Et puis ça tombe juste derrière la griffe, donc ça se retrouve, on fait ça la veille de la pluie vient faire retomber un peu de terre et puis c'est parti. À partir du moment où il y a 1 cm de terre sur la graine, en avant. Incroyable. Et alors là, on va peut-être pas voir toute la partie technique maintenant parce que dans la deuxième partie de la vidéo, on va aller se balader dans les vignes et on pourra plus rentrer dans le détail et voir sur place comment vous travaillez. On va peut-être parler de la commercialisation et surtout qu'est-ce qui s'est passé parce que finalement, le domaine Baudon existe depuis 2021, Oui. donc en plein Covid. Oui. Et là aujourd'hui, on est en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et 2024? J'imagine que là aussi, il y a eu des rebondissements, il y a des choses qui ont marché, des choses qui sont cassées à la gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il s'est passé 2 ans sans commercialisation, puisque le temps que le vin se fasse, qu'il passe marique, patati patata, forcément, ça met un peu de temps. Donc, Comment vous avez fait pendant 2 ans sans commercialisation? Et on avait prévu avec la banque une enveloppe de trésorerie pour retenir ces 2 ans. Wow. Voilà. Et en 2023, donc en février, on a commencé la commercialisation des vins. Donc on a téléphoné à divers restaurants et cavistes pour leur présenter en direct. On a misé en premier lieu, on est allé à Paris. Ouais. Le premier qu'on a fait, c'est Paris. Il est un peu particulier celui-ci parce que c'est le premier restaurant où on est rentré. On est rentré chez Granit, au moment où c'était Tom Meyer qui était cuisinier, chef. Donc c'est une super table. Et en fait, il se trouve qu'après, on s'est... Attendez, excusez-moi, parce que là, toi, tu me dis raconte ça normal. Ouais. Moi, je suis un peu choqué quand même. C'est-à-dire que c'est votre première cuvée Oui. et tout de suite, vous allez voir des grands chefs. Ouais. vous. Ça va le melon?
comme dit souvent Clément, le risque c'est quoi? C'est d'avoir un non quoi. Ouais. Donc du coup on a tenté et puis on a vu que le premier ça marchait bien. Donc on en a fait un deuxième et puis ça marchait aussi. Et en fait on a dit bon ben après tout, nous on se décarcasse quand même pendant 2 ans pour faire un vin de qualité, un vin de vigneron. On fait tout du début à la fin. Pourquoi il irait pas sur des belles tables comme ça? Et finalement aujourd'hui on a peut-être 60% de tables étoilées. L'année dernière, c'est l'année dernière qu'on est allé à l'Élysée. Ouais. On a été sélectionné par la sommelière de l'Élysée aussi. Alors là aussi, il y a une petite histoire parce que c'est encore sur le canapé que ça s'est passé du coup. Un jour, il me dit j'ai envoyé un mail à l'Élysée. Oui, bah oui, c'est très bien, mais enfin, c'est l'Élysée quoi. Donc tu sais qu'il sera jamais lu. Attends, ou, excuse-moi. Tu as envoyé un mail à l'Élysée? pour présenter la propriété. On a un mail un peu expliquant notre projet et nos C'est cuvées. un génie, toi. Et je lui dis mais jamais tu auras de retour. Et le lendemain, il me dit Là, tu j'appelle. sais qu'après cette vidéo, l'Élysée va recevoir des centaines de mails. Hein. Non, non, Tout le monde- Et vous connaissez ma tartinade de tomates séchées? Parce que vraiment, elle vaut le détour. Hein. Et mon confit d'oignon, vous l'avez goûté? Mon confit. Ah, c'est génial. Et donc du coup le lendemain il appelle et la dame lui dit oui mais j'ai bien reçu votre mail, je suis sûre que ça peut plaire à la sommelière. Par contre elle est très occupée, elle est très peu dans son bureau. Elle est très occupée, alors qu'est-ce que vous faites? Et bien Clément appelait tous les jours. Ouais, juste 41 jours. J'avais mis un petit réveil sur mon téléphone à des heures différentes et tous les jours j'ai appris. Un jour je suis tombé sur la sommelière qui m'a dit bah j'ai lu votre projet et ça m'intéresse de vous rencontrer. Donc Donc on est monté à l'Élysée on y a été. pour faire déguster. Et alors? Et ça lui a plu, elle a adoré notre projet. Parce que souvent, en fait, ce qui plaît, alors les vins, c'est une chose, évidemment, les vins, la dégustation, ça leur plaît, mais c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, qui leur plaît. C'est vraiment notre histoire. Le fait qu'on soit installé, qu'on soit un petit vignoble, qu'on soit converti en bio, enfin, qu'on fasse de la biodynamie. C'est tout ça qui leur plaît. Et du coup, elle nous a proposé de participer en novembre l'année dernière À la soirée du Congrès des maires de France. Voilà, des congrès des maires de France. Donc on a présenté les vins devant Migmer à la soirée du Congrès des maires de France. Et en plus, Devant combien? 1000 1000. maires. Mais il faut combien de bouteilles pour faire ça? Non, mais Non, après, il y a on ne plusieurs présentait pas vignerons. directement. On était plusieurs vignerons et ils passaient au niveau des tables. Et s'ils voulaient déguster. C'est comme un petit salon du vin oui, privé, voilà. quoi. Mais Ouais. à l'Élysée, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. voilà, c'était présenté, en fait, l'idée c'est qu'ils présentent différents produits français artisanaux aux maires de France. Ça va du fromage au travail qu'il y a autour, de la personne qui découpe le fromage. Il y avait des jambons, il y avait du vin, et voilà, c'était présenter l'artisanat français. Je vais peut-être me présenter aux prochaines municipales, moi. Si je peux participer à ça derrière. Pourquoi Et du coup, le fait de participer à ça, ça sert à quoi? Bah, nous, c'était pour notre expérience personnelle. Ouais. Aussi, parce que honnêtement, je pense pas qu'on retourne tous les ans à l'Élysée. C'était de se dire, ok, on a été sélectionné, on peut présenter nos vins à l'Élysée, on y va, parce que c'est quand même assez fou. Après, normalement, on est censé aller lui présenter chaque millésime, du coup maintenant, parce qu'il y a aussi une partie du vin qui est acheté pour la cave de l'Élysée et qui est servi lors des repas des conseils des ministres. Donc l'idée, c'est voilà, de continuer une collaboration comme on le fait avec un caviste ou avec un restaurateur. Et après, donc on a ciblé Paris, puis petit à petit, on a ciblé Bordeaux, puis après, on a ciblé Biarritz, Toulouse et Lyon. Et Lyon. Voilà. Vos premières cuvées, elles datent de l'année dernière, 2023. Ouais. Oui. Mais ça veut dire que vous n'avez pas récolté en 2021 ou ça veut dire que vous avez fait vieillir vos vins jusqu'à 2023? Non, en fait, c'est qu'on a fait le temps qui est toute la partie vinification, élevage en barrique. C'est donc le millésime 2021 qui est vendu en 2023. Voilà, c'est ça. Donc Voilà. il y a eu l'élevage en Oui, barrique. Ouais. oui, C'est ça. c'est ça. Parce que grosso merdo, bah alors bon, maintenant il n'y a que pour l'instant 2 millésimes finalement. Oui, Ouais. c'est ça. C'est le projet d'avoir un élevage. Vous le faites combien de temps du coup en barrique? Un Ouais, an? 6 mois? Ça fait, oui, un an. Un an en Ouais, barrique. 10-12 mois en barrique. Voilà. on fait, 10-12 ouais. mois. Oui. Et Et- donc de proposer tous les 2 ans? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont en préparation pour plus long terme ou... Non, on fait pas d'élevage plus long. Pour l'instant, Ouais. on n'a pas prévu de faire d'élevage plus long. Après, on a le vin de France qui, lui, ne passe pas du tout en barrique. Donc, lui, il est prêt au bout de 3 mois. Ouais, 4 mois. 3-4 mois. Donc, il y a celui-ci qui est prêt avant. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, tu parles du vin de France et du coup, il y a une autre question que je vous avais posée au tout début, mais je viens de me rendre compte qu'on n'y a jamais répondu. Quel cépage vous avez? Sur la propriété, on a 95% de Merlot. Ok, Et après, on a un petit peu de Cabernet Sauvignon et du Malbec qu'on a replanté. j'adore le Malbec. Non, mais il n'est pas encore en production. Eh oui. Eh ouais. 2024. Faudra Premier revenir. millésime. Faudra Et revenir. voilà. Trop bien. Donc je reviendrai quand il sera commercialisé. Et pour revenir sur ce sujet, donc 60% de vos clients, c'est de la restauration. Client professionnel. 60% de vos clients professionnels. Ouais. D'accord. Voilà. Mais la commercialisation, vous la faites où et par qui? Alors, Ou c'est vous qui faites tout? voilà, par qui? Nous, du coup. C'est nous qui gérons la commercialisation. Après, on a un petit peu d'export. On a à peu près 20% d'export en Suisse et en Allemagne. Du particulier.
C'est assez récent parce qu'en fait, on est inscrit à l'Office du tourisme de Saint-Émilion depuis janvier 2024 juste, puisqu'on a quand même fait pas mal de travaux. On ne voulait pas accueillir dans l'état où c'était avant. Du coup, on a fait quelques travaux et là maintenant, on travaille un petit peu avec l'Office du tourisme. Donc on espère développer cette partie de particulier parce que c'est quand même ce qui nous intéresse aussi le plus, c'est de pouvoir raconter notre histoire en direct. Et après, on a la partie professionnelle avec les cavistes et les restaurants. D'accord. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire, voilà. En seulement 2 ans, vous avez réussi à écouler tout votre stock. Est-ce que vous avez monté en gamme? Est-ce qu'au niveau de la commercialisation, quelque chose qui s'est amélioré ou... Alors c'était 2 petits millésimes, 2021-2022. Ah, vous avez fait que 2 bouteilles là la première Oui, fois. voilà, c'est ça. C'est de quoi à vendre, bon, c'est un peu. Et du coup, on peut dire aujourd'hui qu'on a quoi il nous reste. Bah là, quand on a mis en bouteille les 2022, sur les terres brunes, il devait nous rester 600, 700 bouteilles à commercialiser. Et sur les terres blanches, il nous en restait une soixantaine. Tout était réservé à peu près d'avance. Donc ça, c'était top. Ouais. Ah, génial. Non, on a connu un début de commercialisation qui a été assez fou. Et en fait, surtout les sommeliers, ils sont hyper bienveillants, ou ils parlent entre eux et ils nous contactent. Et en fait, ça se fait de bouche à oreille et notre commercialisation, elle s'est beaucoup faite comme ça après. Ok. Ouais. Donc ça, c'était 2023 sur les ventes 2021, mais les ventes 2022 là, cette année. Mais c'est pareil, les 2022, alors en plus c'était encore plus petit que 2021. Donc aujourd'hui, on n'a quasiment pas de bouteilles à vendre, si ce n'est ce qui est déjà réservé par ceux qui ont acheté le 2021. C'est-à-dire que par exemple là, si je mets domaine-de-bodon.fr, les gens ne peuvent plus vous acheter des bouteilles? Si, on en a gardé. Aux particuliers, On a gardé aux particuliers, mais aux quand même. professionnels, non. Jusqu'à la fin de l'année, là, sur nos montagnes, on a peut-être 500 bouteilles. Donc ce qui est tout petit. Ben, on a déjà fait un joli tour, Marine et Clément. Est-ce qu'il y a des projets par la suite, des choses qui vont changer sur le domaine? Eh bien oui, parce qu'à partir du mois d'octobre, on a notre propre cheval de trait, donc un percheron qui nous rejoint, puisqu'on s'est formés tous les deux à l'attraction équine pour passer tous les travaux de sol à cheval. Que ce soit le labour ou le Exactement. travail du sol pour faire les semis, les engrais verts, les couverts. Ouais. C'est ça, c'est Ok. ça, c'est ça. Donc là, pareil, semi-direct derrière le cheval. C'est plus difficile, mais si ça peut faire partie des expérimentations, des essais et que ça peut marcher, pourquoi pas. Génial. Autre chose? Après, on a replanté des échalas avec des vieux cépages oubliés, donc on peut y aller voir. C'est quoi des échalas? Un piquet, un pied. Il n'y a pas de système de palissage comme ici. Ah, ça, j'ai jamais vu. Faut trop que je vois ça. Eh bien, allez, on y va. Allez, let's go. Les amis, toujours en direct du domaine Bodon, toujours avec Clément et Marine, Marine et Clément. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? D'habitude, on va se balader, on va visiter les vignes, le maraîchage, mais là, non, on fait l'inverse. On commence par les dégustations. Est-ce que c'est une bonne idée? On le saura plus tard. Alors, par où on commence? Déjà, la cave est somptueuse, déjà, il faut le dire ça. Merci. Parce que c'est vous qui avez tout fait. Oui, c'est ça. Ça ressemblait à quoi avant? Les pierres étaient beaucoup plus noires, donc on a tout sablé, enfin piqué tous les murs, sablé, remis l'enduit à la chaux, à l'ancienne et gratté. Trop beau. Et on a refait tout le plafond aussi, on a isolé, on a mis de l'éclairage. Et parce que la personne qui était là avant, il n'avait pas son Ils chez stockaient pas des barriques. Non, c'était pas les barriques. Les barriques, elles étaient là où nous on a nos bouteilles. En fait, on avait inversé ici, ils avaient leurs bouteilles. D'accord, Voilà. En casier comme ça? Ouais. Oui. On a Ok. fait à peu près l'inverse. Pourquoi? Des barriques, on trouve qu'on les touche beaucoup moins souvent. Et donc ici, c'est beaucoup moins facile d'accès. Il y a des marches, il y a tout ça. Des bouteilles, on les touche plus souvent. Donc vu que là-bas, on est au même niveau, plus rapide. Donc là, ça veut dire que là, c'est de la vigne qui a été récoltée il y a 2 ans dans les tonneaux là? Non, 2023. 2023. Ah, mais qui sera commercialisée en 2025? Ah, ok. Sympa. Ouais. Alors, par quoi on commence? Allez. On va commencer par le vin de France. Vin de France. Alors, j'avoue, j'ai eu la chance de le goûter ce midi. On va le faire pour le plaisir, pour vous, pour qu'on en parle un petit peu. Mais déjà, celui-ci, juste pour savoir, est-ce que c'est l'entrée de gamme, le vin de France ou pas? On n'aime pas dire qu'il y a une entrée de gamme, un premier vin, un second vin. On ne fonctionne pas comme ça du tout à la propriété. D'accord. C'est juste que c'est effectivement un vin qui n'est pas sur l'appellation de montagne, donc il est en vin de France et il n'est pas passé en barrique, donc c'est un vin qui est plus sur le fruit et qui est plus agréable à boire à l'apéritif, ce genre de choses. Parce que moi, je l'ai trouvé déjà très bon. C'est un sans soufre. Et c'est un sans soufre, oui. Donc on 100% dit vin Merlot. nature ou pas? Et ben on peut pas l'appeler vin nature parce qu'on le filtre avant la mise en bouteille. Ah, et donc le filtrage, c'est ce que tu me C'est disais? pas accepté en vin nature. Pas accepté. Et Nous, mais il par y a- contre, c'est juste un tamis, quoi, un filtre, Ouais. quoi. Ouais. Nous, c'est zéro additif, quoi. Il n'y a rien mis à part du raisin. Et alors, le raisin pressé ici, quand même? Oui. À tout. Ah oui, Vinifié, pressé, tout ici.
Mais alors, du coup, j'ai pas compris pourquoi il est vin de France, tu m'as dit? Parce qu'en fait, c'est du raisin que l'on achète à Voilà, un c'est autre pour ça vigneron. que je demandais s'il est vinifié ici, tout ça. Voilà, mais c'est un autre vigneron, mais qui n'est pas sur l'appellation de montagne. Donc du coup, c'est pour ça qu'on peut Il pas est le où, mettre lui en appellation de Bordeaux. montagne. On aurait pu le mettre en AOC Bordeaux. Ouais. On a choisi de le mettre en vin de France. Ok. Et chaque année, on fait des cuvées différentes et on s'amuse. Et en vin de France, c'est beaucoup plus libre. Est-ce que le fait qu'il soit sur un bouchon, À vis. comme vous avez dû voir en Nouvelle-Zélande, On en a vu pas mal, oui. est-ce que ça empêche cette histoire de l'air passe et ça bouge pas? C'est Non, fini. c'est Maintenant, fini, ça. il y a des capsules à vis qui sont micro-perforées. On choisit une quantité d'oxygène qui peut rentrer. Alors oui, c'est beaucoup plus technique et maîtrisé qu'un bouchon en liège. Mais oui, c'est possible. Et nous, sur un sans soufre, on était persuadés que la capsule à vis c'était top de par notre expérience, Nouvelle-Zélande. Et en fait, le client français, en restauration, pas de problème. Par contre, en caviste, il aime le vin, il le déguste. Et quand il prend la bouteille, il fait « Ah, pas une capsule à vis pour amener chez des amis. » Ouais. Ouais. Alors que techniquement, là, sur ce type de vin, on s'en souffre, c'est hyper protecteur et c'était top. Ok. Donc on est repassé sur 2023 en bouchon. Un bouchon. Ah ben tu vois, c'est la question que Voilà. j'allais vous poser, ouais. Ok, d'accord. Donc voilà, on part sur liège. Alors, est-ce qu'il faut, normalement, parce que là je vois que tu me ramènes que des bouteilles qui ne sont pas ouvertes. Oui. Vous les aérez pas, vous? Ça se boit direct? On peut les boire direct, effectivement. Ouais. Ouais. Alors le vin de France, oui, justement, parce que c'est que du fruit, donc c'est facile, Ouais. c'est facile à boire. Et après, les autres, ils sont vinifiés et élevés, justement, pour être dégustés rapidement. Et d'ailleurs, c'est complètement fou parce que vraiment, là je l'ai senti une première fois sans le tourner. Là j'ai fait Ah bah juste oui. ça et boum, c'est plus la même Ouais. chose. Exactement. C'est incroyable. Ah hein. bah oui, ça. Mais en fait, on fait des vins qui sont concentrés de par nos rendements avec des 25-30 hecto-hectares, donc qui ont un potentiel de garde, qui ont une certaine concentration. Par contre, on a fait le choix de vinifier en infusion, de très peu travailler pour que les tanins ils soient les plus fins possibles et qu'on prenne du plaisir dès le début. Un vin fin au début, il vieillira et il se tiendra parce qu'il est concentré. Et nous, on voulait que nos vins ils soient fins, on voulait pas se dire faut que nos vins ils soient bu dans 5 ans. Et quand on goûte dans 5 ans, on se dit oh, ça sera bon dans 5 ans de plus. Ouais. Non, on a envie de prendre du plaisir maintenant. Alors on y va. hein. Bah, tout autant de plaisir que ce midi. Peut-être même plus parce qu'il est plus frais. Plus frais, Ouais. exactement. Hein Celui-ci, il est agréable aussi quand il est un peu frais, comme ça, on sent plus le fruit, c'est plus sympa à boire. Comment vous le décrivez, vous, celui-là? Bon, celui-là, c'est notre boule de fruits, quoi. Vraiment. Une boule de fruits. Ouais, c'est une boule de fruits. C'est Ah, une boule c'est- de fruits. Alors, on va chez le temps. glacier et puis on la met dans Ouais, et en même temps, c'est pas le vin glouglou, quoi. On s'en lasse pas. C'est-à-dire que on a envie d'y revenir une fois qu'on a pris le premier verre, Il y a- on a envie d'y revenir. Il y a quand même de la matière, il y a quand même du corps, il y a des tanins, mais tout en étant agréable. Mais très et facile souple à- les tanins parce Ouais. que. Ouais. Bah, c'est le but. Il peut y avoir des tanins qui soient présents, mais fins. Si on va trop extraire, on a des tanins, ils sont là, mais ils sont durs. C'est pas les mêmes. Ah, moi ça me plaît ça. hein. Ça me plaît beaucoup. hein. Voilà, on crache pas. hein. Non. Il l'a mis le crachoir quand même, au Ouais. cas où. Ah oui. Hein, mais c'est un crachoir de déco, C'est on est ça, d'accord. exactement. Donc ça, voilà, ça c'est notre vin de France. Et après, on va passer au vin du domaine. Ah. Donc on a 2 cuvées majeures. On va avoir les terres brunes et les terres blanches, donc c'est les 2 premières, l'étiquette blanche et l'étiquette noire. Et ça, c'est vraiment les cuvées qui sont liées à nos sols, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc les argiles pour les terres brunes, les calcaires pour les terres blanches. Ah, Oui. oui. Non, logique. Dans mon cerveau, j'ai entendu l'inverse. Oui, non, c'est bien ça. Mais du coup, je me suis trompée. Non, Ouais. maintenant. Et donc, comme Mais parce je- que, alors, ouais, je sais pourquoi tu m'as induit en erreur. C'est parce que là, C'est l'étiquette est blanche. donc je me suis dit, Exactement. c'est calcaire. c'est ça. Et non. Non. Et voilà. En fait, il faut Et en savoir fait- que l'écriture des terres brunes est à la couleur des sols les plus marquants du domaine. Quand on est arrivé, on a pris au Pantone, on a été voir, donc ça. Et la cire, c'est pareil. Et l'écriture des terres blanches, c'est pareil. On a pris au Pantone à la couleur des sols. On a pris au Pantone à la couleur des. Vous êtes arrivé avec ton, Ouais. Ouais. Et on a ton comparé. petit papier, t'as Ouais. dit ça, c'est du C224. C'est ça, exactement. À peu près. Et donc derrière, a découlé. C'est pour ça qu'on disait qu'on voulait qu'il y ait une transparence dans les vins, dans le côté identitaire, dans ce que l'on goûte, mais aussi dans ce qu'il y a sur l'étiquette, que ce soit simple. Ok. Et on a choisi des noms simples, les terres brunes et les terres blanches. Le Mais il y a quand même le petit dernier là-bas. il y a un petit Il y dernier. a un petit dernier. Et Et tu veux tout savoir, tu fais des vidéos en x2 toi. Il me reprend, merde. Et donc là. Et oui, donc du coup, attends, laisse-moi Vas-y, que vas-y, j'ai vas-y. lu. Donc du coup, l'idée, c'est que c'est terre brune, terre blanche, 100% merlot. Ouais, Et comme vous avez que 5% de cabernet sauvignon, tout est venu là-dedans. c'est ça. Ah, C'est- toi, t'as laissé safran, lui, il a fait.
Oui, parce qu'il y a, ça revient, il y a une petite histoire derrière, c'est qu'on a une seule parcelle de Cabernet Sauvignon, et quand on était arrivé, on savait pas trop comment on allait la conduire, comment elle allait se comporter, parce qu'il y a un peu de prêle, elle est un petit peu humide, donc on savait pas trop, et finalement on s'est dit, bon ben, on va pas la mélanger avec les autres, et on a poussé la maturité du Cabernet pour sortir du côté végétal, et finalement on travaille très peu ce vin, ça représente une barrique, ça représente 530 bouteilles précisément. Une barrique comme ça de 400 litres, ouais. 400 litres. Donc ça c'est 225 litres. Non, 400. Ah là c'est les petites, les 225, oui, ça c'est 400. Ça c'est 400. Donc là, c'est fou, c'est-à-dire que cette cuvée, elle tient juste Là-dedans. là-dedans. C'est ça. Donc 530 bouteilles et finalement on a bien fait de la séparer et de l'élever à part parce que c'est quelque chose quand même qui est assez atypique et qui est pas mal. Ouais. Bon, et on se coupe la bouteille. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu vois bien que Marine n'en peut plus. Alors, Tu trembles. savoir que sur toutes nos bouteilles, on cire toutes nos bouteilles à la main et c'est des cires végétales, ce qui fait que c'est pas la cire à l'ancienne dure. Donc on plante, on découpe pas, on plante au tire-bouchon. Comme quand on fait une greffe. Ouais. Hop, on Et tire. ça se découpe. Ça se découpe Et tout donc seul. t'as ton petit bol qui chauffe et tu fais comme ça avec ta Voilà, bouteille. Oui, c'est toutes ça. les bouteilles. Exactement. Et ça va même un peu plus loin, c'est qu'en fait, il y a une espèce de petite vague sur la bouteille. Et là, Clément t'a pas montré, mais on verra sur les terres blanches. Le millésime n'est pas présent sur l'étiquette, il est présent sur la contre et dans le creux de la vague sur le bouchon. Ah, c'est-à-dire qu'à travers, on aurait pu le voir. Voilà, c'est ça. D'accord. On voulait pas que Vous le allez millésime- jusqu'au bout des Ah, choses. jusqu'au Bah, bout. l'artisanat, mais on voulait pas que le millésime il soit sur l'étiquette parce que les gens des fois ils s'arrêtent à un millésime et on voulait qu'ils s'intéressent à un nom de vigneron et que peu importe les millésimes, on va chercher des petits rendements, on va chercher de la qualité, que ce soit pas un frein. Quel doux bruit. Ouais. Merci. Alors là, au nez, ça me plaît encore plus que ce que je viens de voir juste avant. Donc là, on est sur un 100% merlot et sur nos argiles présents sur la propriété du coup. Ouais. Donc là, ça le Mais attends, c'est génial. C'est-à-dire que c'est vraiment 2 merlots, 2 terres. Et là, je vais pouvoir vraiment faire la différence. Exactement. En plus, c'est la même année. Oui, tout Et- pareil. Ah, c'est génial. Il y a des parcelles où Wow. bah, il y a 10 mètres qui vont dans les terres brunes et puis 30 mètres qui vont dans les terres blanches. La séparation elle est assez limite, mais il n'y a pas de différence de travail au chai, c'est vraiment qu'une expression de sol. D'accord. Donc là, vous ne le voyez pas, mais mon oncle est hors caméra, il fait. Et là, comme ça. Il y a une légère astringence sur celui-ci, Oui, en fin de bouche. oui. C'est un peu un choix. C'est sur toutes ces cuvées-là, il y a de la grappe entière. Donc c'est-à-dire qu'on prend un raisin, on le vendange, on le met dans la cuve. Il n'est même pas éraflé, il y a tout. Tout. Voilà. En fait, on veut que les vins ils soient dynamiques en bouche. Donc déjà par les rendements, par les sols, on a des acidités qui sont faibles. Et en plus, avec la grappe entière, on vient rabaisser les pH, donc augmenter l'acidité. Et on vient ramener de la complexité aromatique. Par contre, ça vient ramener un petit grain de tanin, une petite amertume en finale. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est une typicité. On voulait que nos vins aussi soient marqués par un style, une identité. Voilà, et ça a été un des choix. Ok. Et alors c'est marrant parce que justement, tu vois ce côté acide en fin de bouche, cette légère astringence. Tu parlais tout à l'heure du côté végétal du Cabernet, bah, je trouve qu'on le ressent Tu le là-dedans. ressens ici. Alors qu'au début, c'est vraiment une bombe de fruits au nez, Ouais. plus que sur, Oui. plus que sur le raid. Ouais. Ouais. Et ça, cette part de grappe entière, elle varie suivant les millésimes parce que du coup, si c'est un millésime plus chaud, moins chaud, on adapte. Voilà, on part pas. Encore une fois, c'est comme le travail à la vigne. Chaque année, les vins sont faits différemment, quoi. On a une trame et après on adapte les différentes méthodes. Et alors, tu disais que c'est un choix que vous avez fait, ça, de mettre la rafle entière sur celui-ci. Est-ce que ça veut dire que ce ne sera pas le cas sur les terres blanches? Si. Si. Ah, on les fait sur les 3? Non, sur les Sur- deux. Il n'y a ouais, que sur les les deux, Cabernets juste. où il n'y en a pas. Ah oui, parce que comme c'est déjà végétal, c'est Voilà. déjà... Par contre, dans tous les cas, tout le reste est en baie entière. Donc on ne foule pas. Traditionnellement, à Bordeaux, on foule le raisin. Nous, on ne le foule pas. Ça veut dire quoi? Fouler, c'est légèrement écrasé avant de le mettre en cuve. Et en plus, on ne met pas nos raisins en cuve avec une pompe. On vient tout, avec un élévateur, tout vider À la baste. à la baste dans la cuve. Donc la basse, qu'est-ce que c'est? C'est comme les poubelles qu'on voit, les poubelles noires qu'on voit souvent. Ben, en fait, nous, c'est des bastes, c'est utilisé pour le chai. Donc D'accord. on les remplit et après, je sais pas, ça fait combien de litres une baste Ça quand... fait 28 litres. Voilà, ça fait 28 litres, donc on remplit De raisin, les- de de vendange. raisin et on va le verser directement dans la cuve. Dans la cuve, sans être écrasé avant, mais après c'est pressé dans la cuve? Non, Non. c'est après. Ce qui fait que ça nous permet, en fait, le fait de ne pas fouler, donc de ne pas légèrement écraser, ça nous permet d'avoir des fermentations très longues qui durent, et donc d'avoir le temps de les travailler tout doucement, plutôt qu'elles durent 3, 4, 5 jours, bah, ça va fermenter pendant un mois.
D'accord. Et alors, est-ce que dans l'ordre, tu voulais nous raconter? Mais non, du coup, j'allais dire que le pressurage, il arrive justement après la fermentation, puisque d'abord, le raisin fermente pour transformer le sucre en alcool. Et une fois que ça a été transformé en alcool, on va écouler la cuve, donc on va récupérer ce qu'on appelle le vin de goutte. Alors, attendez, excusez-moi, il y a un truc que je comprends pas. Vous mettez les raisins entiers dans la cuve oui. Et à aucun moment c'est pressé? Non. Non, après. C'est après. Parce que quand la fermentation va commencer, ça va buller, forcément, il va y avoir des petites bulles. Ouais. Donc les petites bulles, elles vont quand même un petit peu ouvrir les pots de raisin au bout d'un moment. Donc il y a du jus qui va s'écouler en partie. Ouais. D'accord? Donc la fermentation se lance, on fait le peu de travail comme vient d'expliquer Clément, et après, une fois que la fermentation est terminée, on va écouler cette cuve. Donc on va enlever le vin qui a coulé. Donc on appelle ça du vin de goutte. On le met dans une cuve à part, et après on rentre dans la cuve, on récupère les raisins que l'on va mettre dans le pressoir. Et c'est ça qu'on va presser pour avoir le vin de presse. Et nous, à la fin de la fin, tout est remélangé. Et dans beaucoup de propriétés, ça se fait qu'on fait des vins de goutte et des vins de presse. D'accord. Et nous, on remélange tout après, une fois que l'élevage est terminé. Mais les gens le disent quand c'est un vin de goutte ou un vin de presse, c'est écrit sur l'étiquette? Alors, c'est pas forcément écrit sur l'étiquette, mais il fonctionne souvent en premier vin, second vin. D'accord. Souvent, le premier vin, c'est les vins de goutte et le deuxième vin, c'est les vins de presse. Et nous, on a fait le choix que tous les raisins qui arrivent des sols argileux vont dans les terres brunes. Que ce soit vin de presse ou vin de goutte, Tout y va. D'accord, vous mettez tout. Ok. Tout. Il n'y a pas de choix. Parce que justement, le fait de ne pas fouler, on se retrouve avec des raisins qui sont encore gorgés de jus, contrairement à d'autres propriétés qui foulent. On a énormément de jus et donc de vin dans ces raisins encore que l'on presse derrière. Donc notre vin de presse, il représente une grosse partie. Quasiment 50% de notre production. À la fin, c'est un peu la même chose, mais sauf que là, une fois qu'on a fini la fermentation, quand c'est foulé, il reste que 2 ou 3 grammes de sucre dans les vins de presse. Nous, il en reste 40 ou 50. Ah ouais! Donc derrière, ça refermente. Ah bah oui. Voilà. Comme ça refermente dans les vins de presse aussi. Il y a pas de... Mais voilà, nous, ça dure beaucoup plus longtemps. Et alors, le premier qu'on a eu, il était juste filtré. Oui. Celui-ci, qu'est-ce qu'on lui fait? On les tient sans soufre, donc il voit zéro additif jusqu'à pendant 8 mois. Et juste avant l'arrivée de l'été, on vient juste les sulfiter légèrement et on les maintient jusqu'à la mise avec des soufres assez bas. Et après, derrière, mise en bouteille. Et avant, aucun ajout de levure, de quoi que ce soit. Non. C'est Voilà. du fruit. Et Exactement. on voit ce que la vie donne. Quoi. Et alors, du coup, l'autre question qui me vient par rapport à ça, c'est qu'on parlait des vins de garde et du fait que justement, vous ne mettiez pas grand-chose dedans. C'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer, mais tu disais qu'on veut boire tout de suite. Donc, c'est ça aussi l'idée. Quand on a ce genre de vin, ce genre de pratique, est-ce qu'on doit boire tout de suite? Est-ce qu'on peut les garder quand même? Non, On peut les garder. On peut les garder, c'est ce que disait Clément. Les tanins sont fins, donc les tanins fins, on peut les déguster tout de suite et puis on peut les garder aussi parce que les tanins fins vont se garder sur du long terme. Après, aujourd'hui, c'est aussi difficile pour nous, par contre, de dire bah oui, notre vin dans 10 ans, il est toujours bon. Notre premier millésime, c'est 2021. Donc en vrai, on n'a pas le recul. Mais on sait que c'est des vins qui peuvent se garder sans problème. Et là, il y a une autre histoire ou pas? C'est les terres blanches, les calcaires. Donc oui, il y a une autre histoire. Mais en termes de vinification, par contre, pour le coup, ça c'est exactement, c'est pareil que le premier. Pareil, 100% merlot, à part que c'est le sol donc qui est du calcaire, vinification identique. Oh putain, c'est trop drôle comment ça se transforme dès que tu tournes, c'est dingue. C'est marrant parce que tu vois, sur celui-ci, avant que je le tourne, je le trouvais plus boisé que le premier, moins de fruits, et je le tourne, et là, c'est l'inverse. Ça explose, oui. Donc là, on a plus de tanin. Oui, il y a du tanin, mais il y a le côté très calcaire, très minéral, Ah qui bah, met là, ce il y a de grain, l'astringence. Voilà, qui c'est met ça. ce grain sur la bouche. Sur la langue. Et puis derrière, c'est beaucoup plus frais, il y a cette acidité qui vient que ça dure. Ouais, Ça dure beaucoup plus longtemps. totalement. que le vin. Et donc, c'est fou, quoi. C'est la même année, même cépage, juste le sol, quoi. Et des fois, quelques mètres qui séparent les raisins de l'un et de l'autre, vraiment. Sur une même parcelle. De toute façon, sur toutes nos parcelles, on a des terres blanches et des terres brunes. Donc, on peut même pas mentir en disant la totalité de la parcelle va dans terre blanche et dans terre brune. Non, dans toutes les parcelles, on les découpe à chaque fois au moment des vinifs, à part la petite qui est derrière là. Et donc notre dernier, donc le Cabernet, toujours sur le millésime 2021. Alors celui-ci, donc il y a le temps de vinification, d'élevage d'une année, et en plus on va le garder une année de plus en bouteille dans notre chai pour qu'il se façonne et qu'il s'attendrisse un petit peu, parce que ça reste des Cabernets et c'est assez costaud. Et donc du coup celui-ci on l'a mis en commercialisation que cette année, contrairement aux autres. Merci. D'accord, mais du coup ceux-là c'est les 2021. Oui. Ça veut dire que les 2022 ils sont déjà là aussi. Les 2022 ils ont été mis en bouteille, oui tout à fait. Et là c'est que le 2023 qu'on a dans le chai. D'accord. Non, je dis ça parce que potentiellement, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi goûter 2022.
C'est possible. Potentiellement. Ouais, potentiellement, c'est juste Potentiellement. pour savoir quoi. C'est pas... Pas sur les cabernets malheureusement, parce que du coup Ouais, oui, parce que- ils sont cachés. Même nous, on les a pas Ouais. goûtés depuis Oh. qu'on les a goûtés. Ils sont cachés de chez cachés. Et là, alors, par Ah contre, mais là, ça- là. Ouais, là, on est... Alors attends, qu'est-ce que c'est que je sens là? Parce que là, ça n'a rien à voir, on n'est plus du tout sur la même chose. Mais ça c'est le cabernet qui sortait du végétal. C'est des raisins qui sont amenés à maturité très loin, avec des tout petits rendements. On fait des 15, Alors, 15 amener à hectolitres. maturité très loin, c'est-à-dire qu'on va les vendanger très tard. Oui, Oui. c'est D'accord. ça. Et bah, c'est des très vieux pieds. On a un matériau végétal qui est magnifique. Et ça fait des petites grappes. On fait des 15 hectolitres, donc c'est tout petit. Petit. Ouais. Donc on met en baie entière dans la cuve. Et derrière, on ne travaille pas du tout. On vient juste mouiller le chapeau au début. Enfin, au début, on vient l'aérer, mais on n'utilise même pas la pompe. On fait On au vient seau. au seau, aérer pour qu'il y ait le développement levurien pour que ça puisse fermenter. Et derrière, on vient juste mouiller le chapeau tous les 2 jours. On fait rien d'autre. Quand tu dis mouiller le chapeau, Quand ça fermente, on a le jus, le mou au départ, En bas. qui se met dessous. Et la fermentation fait que le chapeau de marc se relève. Ouais. Donc on prend du jus de raisin en bas. et on On remet par mouille Ouais. par-dessus, c'est-à-dire qu'on mouille le chapeau de marc. Voilà, pour pas qu'il y ait de déviation, pas de développement de levure ou bactéries qu'on ne veut pas. Et donc, à la fin, toutes les baies sont entières, on n'a quasiment rien fait. Ok. On vient presser. Les presses, elles représentent 70% de la cuve. Et donc, le but, c'est d'avoir du jus parce que les Cabernet Sauvignon, ils sont très tanniques. Et nous, on veut qu'ils soient très Soyeux, fins. ouais. Voilà. Ok. Et alors, qu'est-ce que je sens là? Parce que vraiment, ça m'énerve, j'arrive pas à le décrire. Bah là, on va sur des choses qui sont quand même beaucoup plus épicées. Voilà. Autant on était plus fruité et floral, là, c'est beaucoup plus épicé. Cacao même un petit peu. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est vachement plus sur les épices, quoi. Cacao, toi, tu dis? Ouais, moi j'ai un peu de cacao aussi. Voyons. Donc tu vois, c'est beaucoup plus juteux au départ. Ouais, Puis derrière, tu as quand même cette petite masse tannique qui vient resserrer. grave. C'est marrant parce que sur les goûts, ça n'a rien à voir avec. Terre brune, terre blanche. Mais par contre, sur ce qui se passe dans la bouche, Oui. ça ressemble à terre blanche. Ah oui. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Enfin, peut-être que je me trompe. Non, non, c'est mais, l'impression que j'ai. Ouais. Mais ouais, ça c'est marrant. C'est incroyable. En vrai, le vin, c'est incroyable. Hein. Bah oui. Tu peux prendre le même raisin sur le même socle, tu le mets à 10 vignerons, ils feront 10 choses différentes. Et donc il y a une palette qui est énorme hein, dans le vin où tu peux faire tellement de choses. Le vigneron, ben, il produit son raisin et derrière il le transforme jusqu'à la mise en bouteille. Alors que bah, par exemple une salade, elle est produite, puis après souvent c'est un cuisinier qui vient. Et là on a la palette complète quoi, en tant que vigneron. Ouais, c'est Ça, vrai, c'est assez cool. La bière, par exemple, c'est dissocié. Il y a le céréal d'un côté, Le le houblon, houblon le brasseur. et le brasseur. Et donc, forcément, bah, tu fais des choix tout le long qui peuvent changer de la production jusqu'à toute la transformation. Et alors, au niveau des gammes de prix, on est sur des bouteilles à combien, le public? Le raid, on est à 15 euros. Le terre brune, on est à 28,80 €. Le terre blanche à 32,40 € et le cabernet, on est à 42,50 €. Ah, donc je vous ai demandé s'il y avait des gammes plus ou moins premium, il y a quand même ça. Alors c'est surtout au début, il y avait une différence entre guillemets de prix, je parle, hein, entre terre brune et terre blanche. Et là, on est en train de remélanger tout ça pour que ce soit la même gamme de prix, enfin qu'il n'y ait pas de différence de prix. Et effectivement, après le cabernet, c'est quelque chose d'un peu plus... Bah, en fait, on ne sait pas les mêmes rendements. Quand Bah, tu fais... entre les deux là, le fait qu'il y ait des sols différents, c'est pas les mêmes rendements? Là, on est à peu près pareil. Au début, on faisait quand même moins de rendement sur terre blanche. Les sols Ok. plus calcaires. Maintenant, ça s'équilibre. Par contre, là-dessus, on fait des 15 hectolitres. Donc, Mais en fait, c'est Sans vraiment rien. le principe de l'offre et la demande, quoi. Enfin, de l'offre et la production. ouais. Ben, nous, on a calculé nos prix de vente par rapport à ce qu'on était capable de produire. Et notre projet, il est viable à partir du moment où ce qu'on produit, on arrive à le vendre à un prix qui nous rémunère. C'est drôle parce que de se rendre compte, parce que là je donne mon expérience personnelle et après les goûts une fois de plus Oui, et les oui, bien couleurs, sûr. c'est il y a des gens qui adorent les vins de Loire, moi je suis pas fan et ils vont pas pouvoir supporter un vin avec de l'astringence et Oui, bien sûr. tu vois inversement. Et moi par exemple mon préféré c'est celui-ci. Ouais. Ouais. Et finalement il est moins cher que les autres, mais c'est pas la qualité du vin qui Non. donne son prix, c'est vraiment la production. Ouais. Bien sûr. Ça aussi, tu vois, c'est des trucs, peut-être des idées reçues qu'on pourrait avoir, tu vois, en tant que simple consommateur, de se dire ah bah celui-là est plus cher, donc il est Donc meilleur. il est meilleur. Ouais. Non. Mais non en fait. Bah déjà, on n'est pas dans un système de tri qualitatif. C'est vraiment des sols différents. Ou là, sur le Cabernet Sauvignon, un cépage différent avec une parcelle qui produit très peu. Donc c'est vraiment pas qualitatif, c'est plus quantitatif. Et c'est ça qui a fixé nos prix. Ah ouais, trop bien. Il y a d'autres choses à goûter ou pas?
Bah, faut s'arrêter, faut faire le tour des vignes. On a peut-être une petite cuvée un peu peut-être sympa une qu'on petite peut cuvée. peut-être faire tester. Par contre, c'est du 2023. Ah oui. C'est une cuvée qui va sortir l'année prochaine, parce qu'on a récupéré une nouvelle parcelle et qui est complètement atypique. Donc, mais par contre, c'est du vin de 2023, donc il faut attendre à quelque chose de relativement jeune et en élevage. Je reviens. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Ah, Donc là, c'est-à-dire que tu es avec ta pipette directement dans Dans la dans la barrique. barrique. C'est ça. Merci. Donc ça, c'est une nouvelle cuvée qu'on va sortir en 2023. Ouais. On a acheté la dernière parcelle sur le millésime 2023 pour arriver à nos 3 hectares 80. C'est du merlot aussi, donc pareil que terre blanche, terre brune. Sauf que c'est encore une fois un nouveau sol, quelque chose qui change encore. C'est-à-dire qu'en fait, on a de l'argile sur 30 cm Ouais, maximum. Ouais, 30 maximum. centimètres. Et après, c'est la roche calcaire. Donc le sous-sol est complètement différent des autres. Autant sur les terres brunes, on va avoir de l'argile, mais profonde. Là, on est sur argile. Et calcaire Tout le en sous-sol dessous. est calcaire. Ok. Donc là, il est en train de grandir ce vin, c'est Oui. ça? Il est en C'est train de ça. travailler, tout C'est ça. ça. C'est pas du tout le goût qu'il aura quand il sera commercialisé. Ah, il sera pas loin de ça quand même. Pas loin de ça? Ah oui, là on s'en approche. Ok. Alors, parce que moi, il y a un truc qui est trop drôle quand je sens ce vin. Il y a quelque chose de minéral presque métallique. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et moi, j'ai jamais senti dans un vin ce truc-là. La particularité de ce vin, c'est qu'on est sur on va parler un petit peu plus technique, on est sur un pH qui est à 3,18. Donc très, Euh, très bas. Très bas, les vins en général à Bordeaux ils sont à 3,6, 3,7. Ah Nous, ouais. on a des pH à 3,4 sur les autres cuvées et là on est à un pH à 3,18, donc on est sur un pH de vin blanc, sauf que c'est un vin rouge. Ok. Ça vient des sols qui sont très très identitaires. Pour le taux d'alcool, on n'en a pas parlé. Mais celui-ci, au nez, peut-être que je me trompe, mais il sent plus l'alcool. Après, c'est parce qu'il est en élevage aussi. Même s'il se rapproche de la fin, il est aussi en élevage. Mais il est peut-être plus. Il est un tout petit On peu est plus à que 14 les. degrés. Ouais, Ouais, on est a un peu- 13,5 sur les autres. Ouais, 13,5, 14. J'ai le nez fin. Ah ouais, non, mais Je incroyable. sens le demi-degré, tu vois. C'est rigolo parce que l'arôme qu'on trouvait au tout début, il arrive tard. Il arrive maintenant. Par contre, en bouchon là. Quel est-il? Mais ce qui nous a bluffé sur celui-ci, c'est depuis le début, ça sent l'abricot. Et ça a un goût d'abricot, mais un abricot frais, quoi. Vraiment, l'abricot, on croque dedans avec ce côté acidulé. C'est ce qui nous a toujours bluffé sur ce vin-là. En tout cas, ils sont vraiment tous différents. C'est Ouais. dingue en vrai. Bah, comme quoi, le sol, faut pas l'oublier, quoi. C'est le support. hein. Ouais. On Voilà, devrait faire plus de vidéos comme ça. en dégustation. Ouais. Je pense que ma chaîne YouTube va prendre un tournant. Je vais faire que des cavistes et des vignerons. Et du vigneron. Et des vigneronnes. Bah, ouais. Ah ouais. Bah, nous, avec tous les arbres fruitiers qu'on a, Dans le verger. un des projets, on n'en Ah. a pas parlé tout à l'heure, c'est de faire des eaux de vie. Ah, Ah, voilà. toujours à boire du coup. Toujours à boire. Bah ouais, Ouais. à boire. On reste sur de la boisson. Bon, on fait aussi à manger, hein. On fait des confitures pour le gîte. C'est vrai? Ouais. Toute personne qui passe dans notre gîte, Mais ça, tu sais qu'on n'en a pas parlé. passe Venez, dans moi la je route. dors là-bas ce soir, j'ai cette chance-là. Si vous êtes, voilà, vous avez envie de découvrir un petit peu les vignobles du côté de Bordeaux, vous ne savez pas où dormir, vous voulez passer une belle soirée, il y a ici un gîte qui est absolument très joli et que vous avez fabriqué avec vos petites mains en plus. Qu'on a fait nous-mêmes, oui, exactement. Et surtout que dans la nuit du gîte, il y a une bouteille de notre vin, on met nos confitures qu'on fabrique avec les raisins du verger, une bouteille de jus de pomme, t'as peut-être pas ouvert le frigo Attends, t'as encore, dit qu'on fabrique avec Avec- les raisins du verger. avec t'as dit. avec les fruits du Faites des verger. confitures de raisins du Ouais, verger. ouais, non, mais tu vois, c'est laisser le vin à 17h, c'est terrible. Et on met à disposition aussi des savons qui sont faits à partir de notre vin, et des jus de pommes qui viennent de la ferme de la Bergeronnette, qui est la qui est ma sœur. sœur de Marine. Ah ouais? Oui, Eh oui, tu as ah tout non, mais ça c'est un complet. pour Hein. cette nuit. Mais c'est incroyable. Voilà. C'est laquelle que j'ai de bouteille? C'est la raide. Nickel, je l'adore aussi. Mais voilà. Et d'ailleurs, en parlant de la raide, transition toute trouvée, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, Qu'est-ce que c'est que ce bordel? c'est un petit projet. Oui, effectivement, il C'est n'est pas le- gros. oui, Il est par pas rapport aux très autres, grand. ouais. et- C'est notre Voilà. premier projet d'ailleurs. Dans canette, le même vin que Graine, sauf qu'il est mis en canette. Et l'idée, bah, dans un food truck, un street food, qu'est-ce qu'il y a? De l'oasis. Du coca, de la bière, il n'y a pas de vin. Ah ouais? Et donc, bienvenue. Et du coup, ça c'est vraiment 2 verres de vin. C'est une 25 centilitres, donc c'est 2 verres de vin. Donc c'est parfait pour les gens même qui veulent pas ouvrir une bouteille le soir en se disant on va pas la terminer. Et puis après en termes de recyclage, il y a tout qui se recycle, c'est léger. Ça a que des points positifs la canette. Alors, et que des pas de points. rayon UV aussi. Pas de rayon UV Ça également. protège les vins. Enfin, voilà. Alors justement, il y a quand même des points positifs. J'imagine que les gens qui n'ont jamais vu du vin en canette vont dire oui, mais ça doit prendre le goût de l'aluminium. Et ou non, quoi. pas du tout. Quels sont les points négatifs alors? Bah, déjà, le goût d'aluminium, nous, on l'a fait déguster à 15 onologues en dégustation à l'aveugle. C'est ressorti
Pas 50-50 parce que 15, mais 8 contre 7. Donc il n'y a pas de... Ah ouais, 8 contre 7. Voilà. Ce qui est super différent, c'est la mise en canette ou en bouteille, qui est beaucoup plus protectrice en canette. Donc ça conserve beaucoup plus dans les vins de CO2, donc de gaz carbonique, qui se dégage pendant la fermentation. Ça le maintient plus, donc ça laisse les vins un petit peu plus dynamiques. Voilà. Mais Parce qu'il y a plus de gaz. Ouais. Oui. D'accord. Mais comment tu fais d'ailleurs ça? Tu peux pas le faire ici du coup? Non, Si, c'est un encanneur. Un encanneur, c'est Remplis-moi de Nantes. Ils sont venus avec leur petite chaîne. Ah ouais? Et eux, ils font des micro-brasseries de partout. Et ben, c'était le premier projet de vin. Vigneron, On ouais. l'a fait ici, ouais. Eh ben. On s'ennuie pas. Ah non, vous travaillez bien. Hein. Les amis, si on a fait le tour, allons in situ. On y va. Go. On finit quand même, on finit. On peut y aller. Nous sommes in situ, comme nous voulions être in situ. Là, on est in situ terre blanche, terre rouge, on est sur quoi là? Eh non, Cabernet. Cabernet Sauvignon ici. Ah ouais? Eh Bah ouais. oui, c'est une de nos parcelles, c'est la seule de Cabernet Sauvignon. Ouais. D'accord. Et ce qui est très rigolo, c'est que du coup, la parcelle est là, et là, c'est déjà plus chez vous. Exactement. Mais c'est là-bas, ça. au fond, là-bas, avec les piquets, c'est à nouveau chez C'est à vous. nous, Oui, ouais. et puis les bois derrière aussi. Et alors, pourquoi on est venu sur cette parcelle en premier, là, Cabernet? Bah, parcelle qui était un petit peu atypique, c'est clairement le tendon d'Achille de la Oui. propriété, qui n'est pas en coteau, qui est plus basse, un petit peu plus humide, on voit qu'il y a de la prêle. Voilà, c'était un choix au départ fort de se dire, d'arriver et de se dire, bon bah c'est le tendon d'Achille. Et puis au final, on en fait une cuvée complètement différente et on va chercher un vin qui va quand même sur des notes épicées alors que c'est quelque chose qui est très frais, donc un peu contradictoire. Mais par la tenue, on va chercher des grosses maturités ici. Et alors, là, on a parlé un petit peu d'aération tout à l'heure. Est-ce qu'on peut voir sur place quel genre de taille? Ici, oui, on peut en parler. Là, par exemple, si on prend un pied comme ça, ben, on voit qu'on a fait sauter un bourgeon à chaque fois à la taille. Et donc, on a des grappes qui sont toutes séparées, Attends, naturellement. est-ce que tu peux venir de mon côté pour expliquer ton Ouais. truc? On voit qu'on a laissé un bourgeon à chaque fois à la taille. Moi, j'ai rien vu du tout. D'accord. Donc, à la taille, on a laissé un bourgeon ici, Un bourgeon ici. qui a donné un rameau. Ici, on a laissé un bourgeon. Par Ok. contre, entre deux, là, il y en avait un. Ben, celui-là, on l'a fait sauter. Ah, là, ici, là? Ouais. Et ici, il y avait un mérita qui était plus grand. Donc, un espace entre deux bourgeons. Donc, on a laissé deux suites. Et ce qui fait qu'on a des grappes qui sont toutes bien séparées, bien aérées. Donc, pour qu'il y ait une ventilation naturelle. Alors, ça demande plus de temps à la taille, mais on se retrouve avec une vendange qui est bien répartie et bien ventilée. Et donc, moins d'humidité. Mais du coup, la taille là que tu viens de nous montrer, c'est une taille de printemps. Non, d'hiver. Ah, d'hiver, t'as déjà. L'hiver, on taille. Et après, la vigne pousse et on se retrouve avec des rameaux et puis après les grappes qui sont bien séparées. Parce que là, le bois de l'année, là-dessus, il commence d'où? Là, t'as rabattu jusqu'à où cet hiver? Jusque là? Non, cet hiver, on a gardé deux gars à deux voilà. gars. Il y a ici là. Après, on l'a plié, on l'a attaché au fil. De là sont sortis les bourgeons et dans les bourgeons, les grappes sont présentes. D'accord, donc ça veut dire que ce bois-là, qui est immense, hein, il va de là Ouais. jusque là, c'est le bois de l'année. Oui, celui-là, il est sorti, il était en bourgeon au 15 mars. Maintenant, c'est un rameau qui fait 1 mètre, 1 mètre 50 et qui a déjà été coupé. On voit qu'on l'a coupé, on a été obligé de le couper ici. Donc là, pour le coup, c'est une taille de printemps. Ouais, d'été. D'été même. On l'a coupé il y a une semaine. Ah oui, oui. alors On l'a bien arrêté il y a une d'été, bien semaine, d'été, bien d'été. celui-là. Ouais. Ok. Mais alors, est-ce que du coup, ça veut dire que ce bois qui est neuf, c'est comme sur la framboise, par exemple, il va pas donner? Ah si, Ah oui? le bois de l'année. Parce il que là, donne. j'ai l'impression que tout est concentré à côté du pied de vigne. Là, je vois rien là. C'est-à-dire que non, c'est pas concentré autour du pied de vigne. Quand on voit les bourgeons qui sont formés pour l'an prochain, les grappes sont toujours sur les 4 premiers nœuds, donc bourgeons. Les grappes, elles sont jamais en haut. Elles sont toujours sur les premiers bourgeons. D'accord. Voilà. Ça, c'est vrai quand on fait de la viticulture, mais chez les particuliers qui ont des grandes lianes chez eux qui taillent pas, il y en a de partout. Mais si, c'est vrai aussi. Quand même si on taille pas, les grappes sont toujours sur les premiers bourgeons. Alors il y a des cépages qui sont capables de porter jusqu'au 6e, 7e bourgeon. Et puis il y en a d'autres qui sont capables de porter que sur les 4 premiers. Ça dépend des cépages. Pour tous les cépages, c'est que les premiers. Ça sera jamais au 20e bourgeon. D'accord. Voilà. Mais par contre, si tu laissais faire, admettons, parce que là, du coup, donc une vigne, normalement, c'est une liane qui peut faire des dizaines Ouais. de mètres. Oui. Donc, si je laissais ce bois-là de l'année prochaine, ça repartirait des nouveaux bourgeons de ce bois de l'année Oui. et potentiellement, j'aurais des grappes ici. Oui, mais toujours sur les premiers bourgeons du rameau qui sera sorti de là. Donc D'accord. toujours au début. À chaque fois, c'est au début. Donc oui, tu empiles, mais c'est toujours au début. Et est-ce que ça veut dire que si c'est toujours au début, à partir de là, il n'y en aurait plus ici ou il y en aurait quand même? Ah ben non, parce que ça sera du bois de 2 ans. Donc il n'en aura plus. C'est que le bois de l'année qui porte du raisin.
Ah ouais. Voilà. Ah, c'est dingue ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau des interrants, il y en a qui sont labourés. Oui. Oui. Et il y en a d'autres qui sont enherbés. Tout simplement parce que sur cette partie-là, on le voit, le sol il est un peu en pente vers ici. On est un petit peu plus humide, un petit peu plus vigoureux, alors que là-bas on est un petit peu plus faible. Donc on a diminué la concurrence entre l'herbe et la vigne pour la libérer, pour rééquilibrer. C'est pas dit que dans 2 ans ça soit toujours le cas. Là c'est exceptionnel pour cette année. Voilà, c'est pas pour autant qu'on va systématiser cette pratique. C'est beaucoup d'observation en fait. La partie vigne, enherbement, tout ça, c'est que de l'observation. Donc c'est pour ça que d'une année sur l'autre, ça peut changer. Et là, le couvre-sol là, qui est là dans les allées, c'est un couvre-sol semé. J'ai l'impression qu'il y a de la prêle là. La prêle, elle est naturelle ou quoi? Sur cette parcelle, tout est en naturel. C'est de l'enherbement naturel. D'accord. Il n'y a pas eu de semis de fait ici. Mais quand on disait que c'était, pour nous, le vin, c'était sensitif, c'est pareil pour les vendanges. On ne détermine jamais la date de vendange sur des analyses. L'administration nous oblige à faire des analyses. Nous, on en fait une pour l'administration. Par contre, on décide de nos dates de vendange en fonction de la dégustation et de ce qu'on ressent en bouche. Quand les tanins ils sont mûrs, on se dit pas bon ben le degré il est là, le taux de sucre il est là, l'acidité est là, donc on vendange. Ça non, c'est vraiment de la dégustation de raisin. Et alors là, toutes les autres parcelles autour, là, il n'y a rien qui est à vous? Non. Non. Et du coup, les autres parcelles de Merlot, elles sont où? Il y en a une au-dessus des arbres. Ouais. Il y en a une là-bas. On Au la niveau du voit hangar là-bas. devant le hangar. Ok. Il y en a une, si on tourne complètement, qui est derrière ce coteau. Et il y en a une qui est à 600-700 mètres plus loin encore. D'accord. Ah, et ça, c'est vraiment multiparcellaire, c'est pas trop compliqué? Non. Non, parce qu'on n'a pas trop de distance quand même entre l'Ocher et les différentes parcelles. Parce que mine de rien, on peut vite perdre du temps quand on a, je sais pas moi, même ne serait-ce que 1, 2, 3 km entre l'Ocher et les parcelles. Quand il faut y aller en tracteur ou comme ça, on perd du temps, alors que là, on est à 600 mètres. Donc ça reste facile à travailler et à intervenir. Pendant notre petit entretien, vous m'aviez parlé d'un terme technique. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai compris que c'était là-bas. Mais c'est comment? Ça s'appelle comment? J'ai oublié. Les échalas. Les échalas. Oui. On va voir ce que c'est que des échalas. Allez. On y va. Ok. Donc des échalas, c'est ça. Ouais. C'est des vignes sur des échasses en fait. Ouais, c'est presque ça. Dans les échalas, en fait, il n'y a pas de palissage. Ok. Donc comme il n'y a pas de palissage, il y a un piquet pour un pied. Tout se passe au niveau du piquet. Quand le pied va pousser, au fur et à mesure, il faudra intervenir pour l'attacher autour du pied. D'accord. Mais alors là, c'est une vigne qui est toute jeune là. Ah ben Ouais. là oui, on a planté. En fait, ça s'est passé en plusieurs étapes. En 2022, Oui. c'est ça, on a arraché parce qu'il y avait une parcelle de vigne ici. D'accord. On l'a arraché et on a planté des porte-greffes. Ok. D'accord. On est resté 2 ans avec juste les porte-greffes Et vous avez tout greffé du coup directement sur place. et on a greffé sur place. Mais non. Si, Vous l'avez fait vous ou vous l'avez fait faire par on quelqu'un? l'a fait On nous. l'a fait nous-mêmes. Mais non. Si. On a fait prélever au, c'est pas nous qui pouvons prélever, au conservatoire des cépages oubliés du sud-ouest, bordelais et sud-ouest. Et donc on a ici tout un patchwork de cépages oubliés qui vont servir un petit peu de conservatoire pour nous. C'est des cépages qui avaient été écartés parce qu'ils faisaient pas assez d'alcool ou trop d'acidité. Et bah, avec ce dérèglement climatique, nous, plutôt que d'aller chercher des nouveaux cépages, on a préféré aller chercher dans le patrimoine existant des cépages qui avaient été écartés et d'aller les chercher pour s'adapter à notre lieu. D'accord. Et là, on voit déjà qu'il y a certaines variétés qui poussent beaucoup mieux que d'autres. Hein. Ouais, alors non, ça c'est les porte-greffes. Ça c'est que de Ah, la- ça c'est le Ça, porte-greffe. c'est le Il y en a porte-greffe. quelques-uns, Et voilà. celui-ci, en fait, c'est parce qu'on ne l'a pas greffé sur le coup. Parce qu'il était trop faible. Celui-là par exemple, il a été greffé. C'est quand ils sont tout en bas au niveau du scotch blanc. Voilà. La greffe a été faite quand? Ça fait 3 semaines maintenant. Ah, c'est une greffe de montée de sève quoi. Oui. Oui, c'est ça. Bah, en fait, on vient couper dans le sens du trajet de sève. Et donc on vient greffer en verre, on greffe pas l'hiver sur table comme 99% du vignoble français, même peut-être plus. On vient greffer en verre et la cicatrisation elle est parfaite parce qu'elle se fait en verre et elle est dans le sens De la sève. de la sève. C'est ça. Alors qu'une greffe sur table, elle est en travers. C'est ça. Donc là c'est la pratique du T-Bud ou Cheap Bud. Ok. Cheap bud, ok. Et alors du coup, là, ta greffe elle est ici. Oui, c'est ça. Et ça, c'est ton Ça, porte-greffe c'est qui le reprend. porte-greffe. Ouais, Et donc toi, tu vas devoir tailler ça cet hiver. c'est ça, ouais. Donc là, toutes les semaines, depuis que c'est greffé, il faut savoir que ça là, tous les lundis on passe à peu près. Donc Ah, donc c'est pas l'hiver, c'est tous les lundis tu viens. depuis que c'est greffé, Pour, on vient pour les feuilles, oui. et on enlève tout ça pour venir faire juste un appel de sève et on laisse qu'une feuille. Ah ouais. Toutes les semaines, jusqu'à la fin de la saison, Ah ouais. jusqu'à ce qu'elle prenne. Dingue. On Et après, si ça prend bien, là, tu pourras tailler ton C'est ça, porte-greffe c'est c'est le ce qu'on appelle porte-greffe. décapité.
Génial. On peut aller voir, on en a qui sont là-haut sur un autre cépage, qui là on fait des très belles pousses en 3 celui-là semaines. déjà là. Celui-là, là, il a. Ah oui, celui-là, il est pas mal. Oui. Voilà, par exemple, là on a toute une série. Ouais, celles-ci, elles sont belles. Ça c'est la greffe. Ça c'est 3 semaines de pousse, c'est 80 cm. Si les arbres fruitiers pouvaient pousser à cette vitesse. Vu que ça a très bien poussé, on a même du raisin sur celle-ci. Ah ouais. Bon, pour l'instant, ça, ce qu'on appelle l'inflorescence, ça va fleurir. Par contre, nous, surtout, première année, faut qu'on les sorte. Ah ouais, On ne peut pas les laisser parce que ça peut trop concurrencer. bien sûr. Voilà. Et alors là, du coup, tu vas effeuiller tout ça là. Voilà. Du coup, là, Ouais. la tête, on vient enlever. Mais on voit que déjà, ça pousse beaucoup Ça moins pousse moins, ouais. parce que la greffe a vachement pris hein, là-dessus. Ok, donc d'habitude, ça court le long du palissage. Oui. Là, quand on est comme ça sur un poteau, vu qu'elle fait plusieurs mètres, comment ça se conduit? Mais ça va être attaché au fur et à mesure au piquet. Ouais, mais après, une fois que c'est au-dessus de ça. Et bien après, ça sera coupé comme on coupe, On coupe. les autres. Mais non. Mais si. Si. Donc vous allez dire que vous voulez limiter la vigne à cette hauteur-là tout le Oui. temps? Oui. Ah ouais? Par contre, là-dessus, tout est planté en quinconce. Donc tout se croise. Et donc, ce qui fait qu'on a une exposition qui est parfaite. Il y a un espace à chaque fois entre. C'est vrai que si on regarde là, on le voit très bien Mm. avec les ombres portées au sol. Ouais, On voit bien que chaque piquet passe entre les trous. c'est ça. Trop fort. Et du coup, cette parcelle, c'est quelque chose, c'est un de nos premiers projets qu'on a fait quand on est arrivé ici. On l'a financé grâce à Wine Funding. On a fait participer des gens pour pouvoir payer cette parcelle. Donc ça- un wine funding, c'est un Ouais. crowdfunding, seulement vous la pétez, vous avez wine dedans? Exactement, Ouais. c'est exactement ça. Et, voilà. Et l'idée, c'était voilà, de réimplanter les cépages blanc-blier du sud-ouest. Et du coup, ça, c'est la première parcelle qui a été travaillée principalement à cheval. Enfin, que à cheval même d'ailleurs. Parce que tu te D'accord. doutes bien qu'à vu l'espace qu'il y a entre les rangs, le tracteur ne passe pas. Vous n'avez pas encore fait un labour là? Si, Si, ça Là a été... Il n'y a Là- pas la là, petite butte ici- comme chez vous là? Non, Ici. parce que là, en fait, il faut savoir que cette parcelle, vu qu'elle a été greffée cette année et que c'est très fragile, ça, c'est tout à la main. Pour Ah. cette année. Ouais. Pour cette année, c'est tout à la main. Donc, il y a juste eu un décavaillonnage par les chevaux en début de saison. Et maintenant, on le fait qu'à la main. D'ailleurs, on va te donner un bigot. Ah oui? C'est ce qu'il te reste à faire. Il faut juste que tu participes. Et ton oncle aussi. Ok. Ouais. Du coup, un bigot, c'est quoi? Une bêche. Et il va falloir désherber. Putain, c'est con, je crois qu'il y a le spectacle. Ah là, merde, Ah là c'est là. dommage. Après. Après, ouais, après. À la frontale, on a ce qu'il faut. Ouais, bien Nickel. sûr, ouais, on reviendra. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? C'est un vin blanc du coup qui va sortir en 2027. Ah, mais oui, ça, on peut en parler de ça. C'est vrai qu'on a goûté que des vins rouges parce que vous avez du merlot, du Ouais. cabernet. Ouais. Donc vous avez fait que des vins rouges. Et là, on va avoir les petits vins blancs. Et là, ce sera un C'est petit ça. vin blanc. Et alors, du coup, mais multicépage. Multicépage, exactement. Il y Il y en a a de combien la muscadelle, du ploéras, du crouchen, du loin de l'œil, du mosaque Du et camarade. du camaralais. C'est le dernier qui me manquait. Ok, et donc là, autant avant on était en monocépage, là ce sera un assemblage de ouf. Exactement. Ouais. En fait, il faut savoir que sur la partie basse, il y a du mosaque. Au cœur, il y a le Prueras, le Crouchen, le Loin de l'œil. On a joué sur 2 porte-greffes différents, donc 2 précocités différentes. Et surtout, il y a un petit peu plus d'humidité en bas, donc un porte-greffe qui s'adapte plus. En bas, le mosaque résiste plus à la pourriture grise, donc on l'a mis en bas, alors que le camaralais et la muscadelle sont en haut. Donc il y a vraiment un patchwork qui est réfléchi pour arriver à un assemblage pour les vendanger tous en même temps parce qu'ils ont des Un précocités équilibre, oui. différentes. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à aller voir ou pas? On est bien là. On est bien, ouais. Ouais. Est-ce que vous dites vous êtes bien parce que vous voulez vite retourner à la ferme pour accueillir les gens ou est-ce que vraiment on est bien? Ah non, on est vraiment. bien et on a envie d'accueillir aussi. Ouais, les deux. Les deux. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Marine et Clément, merci beaucoup de nous avoir offert les portes du domaine Baudon. Avec plaisir. Plaisir partagé. Merci à toi. Mais c'était un Merci, plaisir. merci. Merci pour l'apéro ici. Ouais, bah, C'est le meilleur apéro de 17h que j'ai eu de ma vie pour l'instant. Bon, parfait. J'aime bien terminer les vidéos en posant 2 questions. Mhm. La première, c'est auriez-vous un sujet que vous auriez aimé qu'on aborde dans la vidéo et dont on n'a pas abordé? Pas forcément sur vous, ça peut être sur l'agriculture, ça peut être sur la viticulture, sur même autre chose. Moi, je pense qu'on aurait pu parler peut-être plus de biodynamie. On n'a pas beaucoup abordé le sujet. C'est quand même quelque chose qui est important. La biodynamie, c'est vraiment, au-delà d'un travail particulier, c'est une philosophie. C'est de consacrer beaucoup de temps à l'observation du végétal, de comment ça se comporte, de réagir, de venir pulvériser des tisanes de plantes, des décoctions. La préparation biodynamique aussi, 500, voilà, voir les effets sur les sols. Moi, j'ai besoin de voir pour Le croire. Mm. Quand on a démarré ici, il y a eu un effet qui a quand même été assez rapide de voir des vignes qui peuvent être en stress ou autre et de venir pulvériser une plante ou une silice et de voir comment elle peut réagir. Donc oui, il y a la philosophie des cycles lunaires, de tout ça. Mais au-delà de ça, c'est une démarche déjà d'observation pure du végétal et de réaction du vigneron, ou enfin de l'agriculteur en général, avec la plante qu'il cultive.
Il a bien résumé? Il a bien résumé. Super. C'est parfait. Ah. Oui, Nawel? On sait pas pourquoi ça s'appelle le domaine Baudon et moi j'aimerais bien savoir. C'est vrai que Nawel, elle me pose cette question à chaque fois. J'y pense une fois sur deux à demander aux gens pourquoi leur ferme s'appelle comme ci ou comme ça. D'accord. Pourquoi le domaine Baudon? Comme ça, Nawel pourra se coucher tranquille. Eh ben parce que notre nom de famille c'est Baudon déjà, donc on n'est pas allé bien loin. Et plutôt que de trouver un nom de château, parce qu'on s'est posé quand même beaucoup de questions, de trouver un nom qui ressemblait, je sais pas, avec un lieu dit, avec le nom d'une parcelle. Et en fait on a dit mais on est juste des vignerons et du coup on a envie juste de transmettre cette histoire de vignerons. Et comment la transmettre mieux que de donner notre nom au domaine en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le domaine Baudon. Ça va mieux Nawel? Ouais, je me sens mieux, ouais. Et du coup, la dernière question. Auriez-vous un conseil à donner à des gens qui souhaiteraient se lancer dans le monde agricole? Il faut y croire. Ah oui, à Nous, fond. on a cru à notre projet et il faut passer des caps. On a construit notre projet. La banque y croyait sans y croire au départ. Ils voulaient plutôt un projet qu'on présente un prévisionnel avec plus de volume produit, des prix de bouteilles moins chers pour rentrer dans une moyenne. Et nous, on disait à Bordeaux, on a envie de faire des vins de vignerons, des vins engagés. Et ça passera par des rendements plus faibles, un engagement environnemental. Et puis maintenant, ils nous disent c'est vrai qu'on n'y a peut-être pas assez cru. Il faut croire en son projet et il faut être très bien entouré aussi. Nous, c'est vrai qu'on a la chance, on le dit souvent, mais on le voit encore ce soir, on a toute notre famille est derrière nous, les amis. Ça, mine de rien, ça nous aide beaucoup quand même parce que même si on est deux à prendre les décisions, parce qu'en étant en couple, on discute beaucoup, des fois, ça fait du bien aussi d'avoir des échos d'autres personnes et du coup, celles qui sont proches de nous nous connaissent par cœur. Donc, généralement, les conseils, ils sont bons. On est tout bon? On est tout bon. C'est tout bon. Alors, si on est tout bon, les amis, il nous reste plus qu'une chose à faire. Dire au revoir à YouTube, ils sont là-bas. Salut! 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 À bientôt dans une prochaine vidéo.